Toutes nos excuses pour cette émission qui commence avec du retard. Mesdames et messieurs, bonjour. C'était l'édition du dimanche 13 février 2022. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. 56e édition de la Fête de la Jeunesse. Le président de la République s'est adressé ce jeudi 10 février à ses jeunes compatriotes. En une vingtaine de minutes, le chef de l'État a délivré son message décliné en 3 points. La Cannes Total Énergie 2021, l'économie avec les initiatives à venir et celles des gens engagés en faveur des jeunes, mais aussi le numérique, une aubaine à saisir. Terminant son discours, Paul Biya a cité quelques jeunes qui devraient être des exemples. Analyse de ce discours dans un instant avec des jeunes. On va commencer par vous. Essobé Stéphane Machel, vous êtes journaliste, entrepreneur, leader associatif. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici ce matin. Un magnifique dimanche au lendemain de la Cannes qui a été très sucré d'ailleurs. Donc merci de m'avoir fait l'honneur d'être ici. Donc j'espère que nous allons passer un très bon moment avec ce magnifique panel que je salue d'ailleurs. Bonjour à vous. Bonjour. À côté de vous, on reçoit Ba Akwen Nadier. Elle est présidente des jeunes de l'UPC, entrepreneur. Bonjour Madame Nadier, merci d'avoir accepté notre invitation. Good morning to you, Madame Bombolela. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse chaîne de télévision. Bonjour au panel. Je pense qu'on aura un discours pédagogique ou bien un entretien pédagogique parce que je pense que toute la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, on doit plus parler de la pédagogie que de la politique. Également, je voudrais saluer tous les militants de l'UPC que je représente valablement sur votre plateau. Nous savons tous la traçabilité de l'UPC quand on parle de l'histoire du Cameroun. L'UPC est la toute première partie politique au Cameroun avant l'indépendance et après l'indépendance a toujours été un parti qui a roulé sa bourse et a fait ses preuves. Également, je voudrais saluer toute la diaspora camerounaise parce que dans le discours du président Biya, il nous a parlé de la diaspora. Et là, je me suis toujours mise en avant pour parler de la diaspora qui a toujours été tassée comme une diaspora antipatriote. Je pense que le président Biya est en train de revenir à raison pour nous dire qu'il doit intégrer la diaspora dans les actions pour pouvoir émerger le Cameroun parce qu'il nous parle de l'émergence 2035. Donc je salue toute la diaspora qui m'écoute, qui sont un peu de partout parce que les Camerounais sont un peu de partout dans le monde entier. Nous avons les Camerounais battants. Les Camerounais sont des personnes qui ont de la matière grise. Donc je salue mon père qui est à Yaoundé également. Je salue Eric Tingé, c'est mon parrain, il est aux États-Unis. Et je voudrais aussi parler de la loi de 1968. Je parle toujours parce que c'est une bataille pour moi, Madame Bombolela, parce que quand nous parlons de la diaspora, nous parlons d'une diaspora qui a toujours aimé le Cameroun. Donc je voudrais interpeller l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale a le rôle de voter les lois, d'appliquer les lois. Et je pense que contrôler les actions gouvernementales. Et je pense que la loi de 1968, qui nous parle de la double nationalité, doit être révisée. On aura l'occasion d'en parler justement. On aura l'occasion d'en parler avec ce comité mis en place justement pour favoriser le retour des Camerounais. Évidemment. Alors, face à vous, on reçoit Biti Som Eric. Il est entrepreneur, conseiller en communication et marketing. Merci, monsieur Biti, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Merci à vous, madame. Je vous remercie pour l'invitation. Je vais faire quelques petits rectificatifs. Je suis consultant en stratégie et développement. D'accord. Et c'est un plaisir réel pour moi de participer à ce débat. Je passe le bonjour à tous mes panélistes, enfin à tous mes copanélistes et à tous vos auditeurs et vos téléspectateurs. Voilà. Merci d'être avec nous. À côté de vous, Tan Samuel, il est universitaire. Bonjour. Bonjour Léla. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci. Et j'aimerais juste préciser encore que je suis consultant également sur les questions de droits de l'homme et de sécurité. Et je remercie pour ce panel, ce riche panel qui est là. Je salue d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et j'aimerais bien qu'au sortir de ces débats, que les jeunes soient édifiés sur les points essentiels, que nous allons vraiment à l'essentiel
pour que cette rencontre soit assez riche. Et je vous remercie d'avoir participé pour la première fois dans votre chaîne, parce que j'ai participé dans beaucoup de médias. Mais voilà, aujourd'hui, je suis chez vous. Merci. Alors, on repart avec vous. Comme il est de tradition, le chef de l'État s'est adressé aux jeunes ce 10 février 2022. Premier jet de parole, quelle analyse vous faites de ce discours? Merci. Déjà, il faut faire une analyse interne. Quelle est la pensée du chef de l'État? Parce que je vois dans plusieurs débats, nous donnons d'abord nos opinions, nos intentions, qu'est-ce que nous pensons, mais il faut d'abord voir quelle analyse. Et je vais ici convoquer un linguiste, si vous permettez, très rapidement. Il s'appelle Patrick Charodeau, qui dit « Tout discours, aussi innocent soit-il, peut avoir un sens politique dès lors que la situation le justifie ». Ça veut dire qu'il faut analyser le discours du chef de l'État à travers le contexte. Nous traversons, Madame Lila, vous connaissez très bien comment nous traversons un contexte grave, contexte sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, avec la crise anglophone, avec la guerre au nord-ouest, la lutte contre Boko Haram. Nous avons également une crise politique immense, les guerres intercommunautaires entre à l'extrême nord, entre les Mousgoum et les Arabes Chouas. Nous traversons également une crise économique, une crise sanitaire. C'est là qu'il faut comprendre le discours. Et les acteurs clés de cette crise-là, majeurs même de cette crise-là, ce sont les jeunes, même jusqu'à la diaspora. Vous allez voir que les meneurs de cette crise-là sont les jeunes. Pourquoi? Peut-être, on peut constater que les jeunes veulent une place importante. Peut-être les jeunes veulent avoir de plus en plus, être présents dans la scène politique. Et peut-être aussi qu'il y a également les déviances. Alors, le chef de l'État, dans son discours, fait donc un discours stratégique, essentiellement politique. Politique pourquoi? Parce que il appelle d'abord, dans le début de son discours, à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, où il a instrumentalisé, parce qu'il faut le dire, l'instrumentalisation de la CAN, cette fois-ci, n'a pas été faite pour des raisons de football ou de sport. Donc il a pris un sport, il a utilisé ça comme un moyen de recréer l'esprit patriotique. Donc ce n'est pas une victoire GDPC, ce n'est pas sa victoire à lui, ce n'est pas la victoire du gouvernement, mais c'est la victoire de toute la jeunesse et de tout le pays entier. Et toujours, il interpelle également les jeunes sur les déviances, peut-être sur les jeunes qui sont de plus en plus critiques vis-à-vis de l'ordre établi. Et là, je fais encore lecture du discours du chef de l'État, où il les interpelle à s'engager davantage pour protéger la nation, à ne pas céder à l'instrumentalisation par les ennemis extérieurs. Donc je ne connais pas quel ennemi parle-t-il. On aura l'occasion de reparler de ça. Et je suis par là, il met donc en avant maintenant des questions économiques pour leur dire, écoutez, je suis au courant de vos problèmes, je suis au courant des situations que vous vivez, et voilà les promesses que j'ai, voilà ce que j'ai à faire de manière pragmatique. Et là, c'est à nous maintenant de voir est-ce que ce que le chef de l'État a dit est satisfaisant ou bien il y a encore des éléments des points non où nous aurons voulu attendre davantage de lui. Alors, Nadia, est-ce que ce discours vous parle? Est-ce que vous vous êtes senti interpellé par le chef de l'État? Madame Bombolela, comme nous le savons, le président Biya est un patriarche pour moi. D'accord. Un patriarche, ça veut dire une personne qui a la connaissance de toutes les problématiques qui fait face le Cameroun. Mais son discours est quelque chose de la répétition parce que depuis qu'il a pris la magistrature suprême, il a eu des discours qui ne sont pas implémentés sur le terrain. Ça veut dire il fait des propos, mais sur le terrain, on ne voit pas son efficacité. Également, son discours n'était pas seulement vide. D'accord. Le discours de la 56e célébration de la fête de la jeunesse était très riche dans les paroles. Ça, je l'apprécie très bien. Mais maintenant, nous voudrons que les paroles ne s'arrêtent pas sur les papiers. Nous voulons voir l'implémentation du discours du président sur le terrain. Parce qu'il nous a parlé de beaucoup de choses qui sont vérifiables, comme les déviances de la jeunesse sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une bataille que moi-même je mène personnellement. Parce que nous avons vu depuis 2021, il y a beaucoup de dépravations de mœurs de la jeunesse
jeunesse. Également, il nous a parlé de l'emploi, il nous a parlé de l'auto-emploi, donc de l'entrepreneuriat. Maintenant, ce qui me fait vraiment penser, c'est de dire que le président Biya nous dit du plan triennal qui a déjà été effectif en 2021. Mais moi, je dis, jusqu'à présent, je n'ai pas vu des jeunes qui ont témoigné, parce que c'est bien beau de dire, de parler, c'est bien beau de dire qu'on va faire, mais il faut des personnes qui sortent publiquement, parce que les discours sont faits publiquement, donc nous voudrons voir les actions aussi publiquement. Il nous a dit que le plan triennal a été très effectif. Moi, je n'ai pas vu des jeunes. Il a dit qu'il y a des subventions pour les PME, pour les petites et moyennes entreprises de la jeunesse. Bon, ça, je suis entreprenante, donc je n'ai pas eu l'occasion d'avoir les subventions de l'État comme il l'a dit, parce qu'il nous a parlé de 180 milliards qui a été efficacement décaissé et utilisé pour aider 190 milliards, merci, qui a été décaissé et a été utilisé pour aider les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat. Et ça, je m'interpelle également, parce que si nous faisons un sondage public, beaucoup de jeunes qui sont entreprenantes n'ont pas l'occasion de toucher cette subvention qui est promise par l'État camerounais. Également, il nous a parlé du digital qui a pris le monde. Nous avons déjà les monnaies digitales comme le bitcoin. Moi, je l'apprécie également parce que ce sont des discours que je pense que la jeunesse doit prendre, par exemple. Donc, doit prendre ce au sérieux. Donc, je pense que le discours du président était très séduisant, mais nous voudrons également que ça s'applique sur le terrain. Donc, c'est ce que je dis. Alors, Eric, sur le plan sportif, le chef de l'État est largement revenu justement sur la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est achevée le 6 février. Alors, un universitaire faisait remarquer que nulle part, le chef de l'État n'a félicité le COCAN. Élément anodin, selon vous? Non. Tout d'abord, je vous remercie pour la parole, pour la question. Je dirais pas... Vous n'allez pas me remercier à chaque question, parce qu'on en a pour 2 heures quand même. Non, les remerciements ne dureront qu'une tierce. D'accord. Pour être sérieux, le chef de l'État est tout à fait conscient dans son discours des lacunes ou des manquements qui ont été ceux du COCAN, je pense, et de toute l'organisation même de cet événement-là. Parce que dans son discours, à un moment donné, il dit il a rêvé, enfin du moins, on a rêvé que cela se passe au mieux, que ce soit la plus belle fête. Et plus loin, il est conscient qu'il y a des choses à parfaire. Par exemple, il parle des améliorations qui ont été faites après, par exemple, les incidents survenus au stade lors du match contre le Cap-Vert. Ouais. Donc, dans le même discours, il nous fait comprendre qu'il souhaitait la plus belle des fêtes, mais il y a eu des incidents. Et il dit, plus bas, ce qui est génial, c'est que après que le stade de Lembe ait été réouvert, on a remarqué une amélioration en termes de fluidité des accès et de l'organisation pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème-là. Ce qui veut dire que le chef de l'État, effectivement, sur ce coup-là, est au courant des manquements et sait ce qui n'a pas fonctionné comme il se doit. Et d'ailleurs, il en fait mention dans son discours. Alors, ce qui est certain, madame, c'est que le discours du chef de l'État est un discours dans lequel on ne peut pas se tromper parce que l'analyse, ou du moins les éléments qui sont suggérés, sont des éléments factuels. Comme disait ma copanéliste tout à l'heure, la difficulté est effectivement sur l'implémentation de tout ceci. C'est-à-dire que quand est-ce que le peuple, ou à quel moment le peuple va ressentir. Le chef de l'État ne peut pas descendre sur le terrain, faire le travail à la place de ceux qui doivent le faire. Donc, moi, je pense que la remarque du chercheur en question n'est pas... En fait, l'autre question, c'est est-ce qu'on doit s'attendre justement à ce qu'ils sévissent après? Écoutez, sévir, ils peuvent corriger. Ils peuvent s'améliorer. Vous savez, aucune organisation n'est parfaite. Moi, si vous me posez la question si on doit sanctionner les gens qui étaient sur l'organisation du COCAN, on va les sanctionner en faisant quoi? Sévir en faisant quoi? Ils ont fait au mieux. On avait un événement. En fait, on parle de tout le comité d'organisation, de la préparation, oui, de la construction même des stades, oui, jusqu'au parachèvement de l'événement. Écoutez, Madame Leïla... On est au courant de tout le débat qu'il y a eu autour justement de la construction. Écoutez, que les choses soient claires. Oui.
vous parlez de la construction des stades, je vous dis tout simplement ceci. On attendait un complexe à Olembe, par exemple. Nous n'avons eu qu'un stade. On attendait un complexe à Japoma. Nous n'avons eu qu'un stade. Les routes devaient être faites. Tout un tas de choses. Ce qui est certain, c'est que le chef de l'État en est conscient. Son discours le dit. Non, mais attendez, quand il dit quelque part que il y a eu des améliorations sur la fluidification. Moi, j'étais au stade, attention, hein, j'étais au stade le jour où il y a eu, comment vous dites ça, l'incident. J'étais au stade. Je peux vous garantir que je suis reparti au stade pour les demi-finales. Mais ça n'avait rien à voir en termes d'organisation. Maintenant, est-ce qu'il faut sanctionner les Camerounais qui ont, par exemple, et là, votre question est précise, qui ont fait main basse sur la fortune de l'État? Il a dit dans le discours, je crois, de Nouvel An, où il a dit, ils vont rendre gorge. Si quelqu'un dit que vous allez rendre gorge, vous voulez qu'ils disent, je vais les taper? Non, ils vont rendre gorge. Nous espérons, effectivement, et la jeunesse attend ça, que ces personnes rendent gorge. Donc on ne peut pas, sauf si maintenant il faut lire dans une boule de cristal et dire est-ce qu'il va. Moi je ne sais pas vous dire ça, mais je sais que l'intention est là et les responsables, ou du moins les organes qui sont chargés effectivement de faire ce travail en amont doivent se mettre à la tâche. Alors, expérience personnelle, Stéphane, le chef de l'État a également parlé de cette Coupe d'Afrique des Nations en termes d'opportunités. Est-ce que vous, entrepreneurs jeunes, vous avez pu les saisir? Vous savez, c'est une très bonne question. Et moi, je vais être clair. En réalité, le chef de l'État, lui, il met les opportunités à disposition. Tout à fait. Mais c'est nous qui allons vers ces opportunités. Donc, chaque jeune doit être conscient, que vous soyez entrepreneur ou pas, de comprendre que nous sommes dans un pays et chacun doit se débrouiller pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que vous avez pu vous débrouiller? Je parle de votre expérience personnelle. Mon expérience personnelle. Pendant la CAN, est-ce que vous avez pu pour devenir, voilà, pour devenir entrepreneur, on se pose une question. C'est pour apporter quoi à la société? C'est-à-dire, je viens résoudre un problème. Alors, je suis resté dans mon écosystème, j'ai dit, bon d'accord, j'ai vu tout autour, qu'est-ce que je pouvais apporter aux entreprises qui sont peut-être concentrées à la CAN? Ou qu'est-ce que je peux apporter à ces jeunes-là qui n'ont pas les possibilités peut-être de se rendre au stade? Vous comprenez? Donc moi, de mon côté, j'ai pensé à apporter ma modeste contribution et encourager les entreprises, par exemple, qui n'avaient pas de visibilité sur Internet. D'accord? De se créer un nom, d'avoir cette visibilité-là. J'ai organisé des conférences pour non seulement apporter des solutions concrètes aux jeunes défavorisés. On a fait des dons avec mon collectif associatif des jeunes du lieu de Douala Premier. J'ai organisé des cours de coaching à moindre coût, j'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'il faut le dire, ici au Cameroun, tous les jeunes n'ont pas les mêmes possibilités. Alors si moi, j'ai cette chance-là de vous connaître par exemple, de côtoyer des bonnes personnes comme aujourd'hui, je dois créer un chemin à d'autres jeunes qui sont peut-être nés dans des univers hostiles comme moi, mais qui n'ont pas ces mêmes possibilités-là. Donc je leur donne la chance de trouver des solutions concrètes pour pouvoir sortir de la précarité. Donc pendant cette CAN, j'ai été très occupé. J'ai même fait des fois des tours des médias pour pouvoir sensibiliser dans le secteur de la consommation des drogues et des violences en milieu scolaire. Voilà, qui est une problématique actuelle. Pendant que les autres se concentraient sur la CAN, alors il fallait sensibiliser aussi dans ce secteur-là. Donc cette organisation de la CAN avait plusieurs sens. Vous comprenez un peu? En gros, vous avez su tirer votre épingle du jeu. Exactement, j'ai su tirer mon épingle du jeu et je crois que je n'étais pas seul. Donc il y a beaucoup d'autres jeunes aussi comme moi qui pensent que voilà, il faut se battre. D'accord. Nadia, à écouter le chef de l'État, la question de l'entrepreneuriat jeune finalement semble être au cœur des préoccupations de l'État sur le terrain. Est-ce que vous avez le même ressenti? Évidemment, Madame Lila Bombo, parce que tu vois, la population du Cameroun tient déjà à 25 millions de population. Et quand on parle de la jeunesse occupe plus de 60% de cette population. Donc je pense que le président Biya et son gouvernement en entier devaient s'intéresser aux problématiques de la jeunesse. Et nous savons que le plus grand problème de la jeunesse, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat, du coup. Donc je pense que le Cameroun en a besoin d'avoir plus des entrepreneurs. Donc, parce que si nous regardons le gouvernement,
Le président nous prêche chaque jour de l'emploi. Employer les jeunes, former les jeunes, faire ceci. Est-ce que l'État peut employer tous ces jeunes? Non. Moi, je pense qu'on devait plus se pencher dans l'entrepreneuriat. Donc, viser comment rendre les jeunes autonomes. C'est très important. Et quand on rend les jeunes autonomes, qui fait plus de 60% de notre population, je pense qu'on apporte un plus d'abord dans l'économie de l'État. C'est très important parce que ceux jeunes qui créent des petites entreprises, ils vont payer également les impôts et ça va ajouter, on appelle ça quoi, le chiffre d'affaires économique du Cameroun. C'est très important. Également, quand nous avons écouté le discours du président Biya, moi je pense que c'est un discours très séduisant, comme j'ai dit au préalable. Mais je pense qu'on pouvait aller plus loin, d'implémenter tout ce qu'il a dit sur le terrain. Parce que j'ai écouté... Jusqu'ici. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement du Cameroun fait tout ce qu'il faut pour accompagner réellement les jeunes entrepreneurs sur le terrain? Oui, Madame Bombolela, nous avons tous suivi le discours du président. Il a félicité son gouvernement, d'accord? Il a félicité son gouvernement en disant que son gouvernement est en train de œuvrer corps et âme pour donner les jeunes ce qu'ils en ont besoin. Et moi, je dis c'est très faux. On dit la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, tout ce que le Cameroun fait face présentement, ça montre la beauté de notre président. On dit le casting n'est pas bon, parce que nous avons compris son discours de la fin d'année. Il nous a dit il y a beaucoup de détournements de fonds publics. Donc, je ne pense pas qu'un gouvernement qui est foncé dans le détournement de fonds publics peut apporter un plus dans la vie de la jeunesse, qui fait plus de 60%. Donc, je vous dis, la jeunesse camerounaise se bat toute seule. Les opportunités qu'il a présentées n'est pas visible pour tout le monde. Aujourd'hui, au Cameroun, si vous n'avez pas un parent en tant que jeune, vous ne pouvez pas arriver. Vous partez par recommandation. Donc, quand il nous dit de saisir des opportunités, on ne voit pas ces opportunités, ce n'est pas visible. Il faut avoir quelqu'un pour te recommander ou bien avoir un parent. Donc, c'est très, très difficile. Et quand vous dites que le gouvernement camerounais se bat, parce qu'il a félicité son gouvernement, moi, je pense que il y a eu détournement des fonds publics, les fonds de Covid. La Chambre de comptes a rendu ça public. 18 milliards a disparu. Vous pensez qu'un gouvernement qui est enfoncé dans le détournement de fonds publics peut œuvrer pour que la jeunesse camerounaise ait une vie épanouie dans son pays? Moi, je dis non. Donc, tout ce que la jeunesse a, ce sont ses efforts. Et je vais vous dire, les jeunes Camerounais qui sont dans l'entrepreneuriat souffrent beaucoup pour avoir de l'argent, pour avoir peut-être un fonds de commerce, c'est très difficile. L'État n'aide pas les jeunes. L'État aide les jeunes par recommandation. Donc c'est tout à fait difficile pour nous d'apprécier un gouvernement qui n'offre pas pour épanouir les jeunes. C'est un gouvernement qui est, on appelle ça un gouvernement qui est enfoncé pour pouvoir aider ses poches. Quand je dis aider ses poches, ça veut dire quoi? Ils œuvrent pour eux-mêmes. Parce que le président Biya, dans son discours également, nous a dit, nous devons mettre en avantage ou bien prendre soin des biens publics. Des biens publics. Et il se contradit en disant que le gouvernement camerounais œuvre pour l'efficacité ou bien l'épanouissement de sa jeunesse. C'est de se contradire parce que lui-même, il a dit dans son discours du 31, il a dit il va arrêter ou bien il va mettre, il va arrêter tous ceux qui ont détourné. Ils vont rendre gorge. Il va mettre, il va partager la faute, si je peux dire, partager la faute de tous ceux qui ont détourné l'argent des fonds publics. Donc, c'est ce contradit dans son propre discours. Parce que je ne peux pas dire que vous détournez l'argent. Et je viens encore vous féliciter en disant que vous aidez la jeunesse. La jeunesse, c'est de simplement Madame Bombolela. Votre ressenti personnel? Écoutez, je ne partage pas forcément, je ne partage pas l'avis de ma copanéliste en ceci. Il faut... Je porte à sa connaissance que nous avons dans nos prisons au Cameroun, je crois, au moins 2 secrétaires généraux à la présidence qui sont en prison, ou au moins 1. Nous avons pratiquement tout un gouvernement qui est en prison. Le chef de l'État ne va pas refaire la moralité ou rééduquer les Camerounais. Le chef de l'État insuffle. Qui doit éduquer les Camerounais? Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Le chef de l'État insuffle. Il met en place des stratégies et il a des ministres qui doivent implémenter. Jamais. Attendez, madame. Si, effectivement, le chef de l'État a autour de lui des personnes qui ne font pas ce qu'elles doivent faire, vous avez parlé tout à l'heure de l'argent du Covid-Gate. C'est le chef de l'État qui a envoyé les gens voler? Mauvais casting. Attendez, madame. La tête, le poisson pourrit pas la tête. Vous me posez la question, j'ai le devoir de vous répondre. Oui, désolé. oui, mais permettez juste que j'avance un peu. Vous savez,
Si dans un pays, Oui. vous avez des gens qui ne sont pas patriotes, Oui. qui n'aiment pas leur pays, Oui. vous pouvez avoir le président que vous voulez, ça ne changera pas. Ça doit changer parce qu'un président a le devoir de faire un casting. Je vous le dis parce que vous m'avez posé la question. Donnez-moi juste le temps de développer et vous verrez ce que je vous dis en tout premier, c'est pas forcément là où je veux arriver. Je dis, dans un pays, il faut questionner la moralité, la motivation et la détermination de ceux qui nous gouvernent. On ne peut pas dire le président a fait ci, le président a fait ça. Moi, quand j'écoute le discours du chef de l'État, il a mis en place quoi? Le plan triennal, il a mis en place des centres multifonctionnels, il a mis en place... il faut savoir que, quelle que soit la société dans laquelle on va, pour prendre par exemple l'exemple de la France, vous avez des centres du même type tels que l'ANPE qui n'existe plus aujourd'hui, où les gens vont, où les liens sont établis entre les dirigeants, les formateurs, les associations pour orienter et éduquer la population. Vous avez un pays dans lequel tout le monde pense que pour s'en sortir, il faut être fonctionnaire d'abord. Jamais. Attendez, ce n'est pas Paul Biya qui a dit ça. Vous avez un pays dans lequel les jeunes, plus de 80% ou 70% de l'activité est dans l'informel. Est-ce que vous arrangez ça en 2 ans ou en 2 mois, Madame Leïla? Ça ne se fait pas en 2 ans ou en 2 mois. En 40 ans, il n'a pas pu. Attendez, Je suis désolée, mais monsieur. il a eu, vous oubliez une chose. Paul Biya ne gouverne pas seul. Il gouverne avec tous les Camerounais. Il fait le casting, Attendez, monsieur. madame. Il fait le casting. Je suis désolée parce que vous ne pouvez pas me dire Paul Biya ne gouverne pas seul. Il fait le casting. Attendez, c'est lui qui est à la tête. C'est lui qui donne le commandement. C'est lui qui nomme ses ministres. Nadia, je vous en prie. Ne vous énervez pas. Nadia, je vais vous vous en poser prie. une question. Vous savez, avant de vous poser la question, je vais vous dire ceci. Il y a un monsieur qui me dit un jour, écoutez, monsieur Eric, vous devez savoir qu'il y a une chose qui fait un chef d'État. Oui. Cette chose, c'est quoi? Selon que le chef de l'État aura autour de lui des gens compétents, dévoués, Oui. motivés, patriotes. Est-ce que vous Attendez, pensez, est-ce que j'ai vous ne pensez fini, pas qu'il y a j'ai pas les jeunes fini, compétents j'ai qui pas pouvaient fini. choisir? Je vais répondre à votre question. À partir du moment où un chef d'État Oui. a la main malheureuse, c'est-à-dire que... La main malheureuse? Attends, c'est des choses qui arrivent, malheureuses. Non, je suis désolée. Vous ne me laissez pas Nadia, terminer. Nadia, permettez qu'il Si vous ne me permettez pas de... Allez-y, ça va être allez-y, Eric. difficile. Allez-y, Eric. Allez-y, Donc, à partir du moment où vous avez autour de vous une équipe qui, en réalité, ne met pas en application vos orientations, attendez, ne met pas en application vos orientations, qui ne fait pas, qui ne travaille pas pour vous. Parce qu'en réalité, un chef d'État peut être médiocre, mais s'il est bien entouré, on ne verra pas que les gens qui sont autour de lui... Quand vous parlez de la main malheureuse, on n'est pas au premier réaménagement ou remaniement ministériel, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième depuis 36 ans. Je veux dire, à un moment donné, il faut bien trouver l'explication. On ne peut pas parler de main malheureuse à chaque fois. Non, je vais vous la donner. D'accord. Il se trouve que les Camerounais sont champions pour jeter la pierre aux autres. Mais le président de la République, M. Paul Biya, a passé son temps, ou du moins, les remaniements, on en a connu combien en 40 ans? En 30 ans ou en 35 ans, en 37 ans de pouvoir. Et on en a connu combien? Monsieur Malachi, là où il y a le Covid Gate, moi je ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire, c'est un jeune. C'est un jeune. Il a quel âge? Il a quel âge? Il a 60 ans? Il a quel âge? Donc, pour vous, la définition de la jeunesse, c'est 60 ans? Écoutez, aussi bête que cela puisse paraître, je pense qu'il fait dans la moyenne des ministres sur cette terre. Hein? C'est-à-dire que si on prend les ministres au Gabon, au Congo, il n'est pas jeune, nous sommes dans un... Il n'est pas jeune. Qu'est-ce que vous appelez jeune? Il n'est pas jeune. Malachi n'a pas 40 ans. Et il est quoi donc? Il n'est pas jeune. Pour vous, un jeune, c'est avoir... Attendez, non, laissez-moi juste finir. Je comprends que vous soyez vraiment remonté, mais permettez juste, le bon sens ne gêne en rien. Monsieur Malachi, à quel âge? Il a 60 ans? Je vous renvoie la question. Moi, je vous dis que M. Malachi est jeune. Il n'est pas jeune. Il ne me dépasse pas de 30 ans. N'est-ce pas? Il ne me dépasse pas de 20 ans. Donc, il doit vous dépasser de 60 ans avant que vous compreniez qu'il est jeune. Désolé. Est-ce qu'on se comprend? Je pense qu'on se comprend pas. Ce que je veux dire, chère madame, c'est ceci. C'est que, et je reprends mon exemple parce qu'il est fondamental. Un chef d'État. En fait, vous essayez, je veux exactement nous situer où on était. Oui. Je vous demandais, est-ce qu'on peut continuer de parler de main malheureuse quand après un réaménagement, un remaniement, il se trouve que tous les Camerounais qu'on ramène, pour la plupart, comme par magie, n'arrivent pas à faire ce qu'il faut. Que ce soit des nouveaux ou les anciens, il y en a très peu qui s'en sortent. Ceux qui s'en sortent, je vais vous prendre un exemple. Nous avons parlé de la CAN dernièrement. Nous parlions, il y a 2 minutes, pas dernièrement, il y a 2 minutes nous parlions de la CAN. Mais est-ce que vous trouvez que le ministre de la Communication a mal fait son travail, par exemple? Il a fait au mieux.
Est-ce que vous trouvez que le ministre de la Sécurité, le ministre de la Sécurité publique, comment on l'appelle, le délégué à la Sûreté nationale, est-ce qu'il a mal fait son travail? Est-ce que le ministre des Gendarmes, comment on l'appelle, le secrétaire général à la gendarmerie, hein, est-ce qu'il a mal fait son travail? Est-ce que, en fait, Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que si les Camerounais, fondamentalement, ne font pas ce qu'il faut, on ne peut pas les... Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi le fait qu'au lieu de changer radicalement de ministre, on procède à un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire que... Ah, c'est sûr que ça pose problème. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas ça également le problème? Oui, ça fait partie des problèmes. Voilà. Effectivement, je pense qu'il est temps que... Et là, qui en paye le prix? Et là, qui en est le responsable? Non, je veux dire, qui en est le responsable? C'est sûr que c'est le chef de l'État qui doit effectivement, d'ailleurs, moi je l'encourage vivement à vraiment donner, et d'ailleurs je le sens dans ce discours, hein, aussi bête que cela puisse pas, moi je le sens, je pense que le chef de l'État, quand il parle, on sent qu'il est exaspéré. On sent qu'il est exaspéré. Et moi, pour moi, ce monsieur connaît les problèmes des Camerounais. Parce que pour amener les jeunes à travailler, c'est l'entrepreneuriat qui fait la richesse d'un pays. C'est dans l'entrepreneuriat qu'on embauche. Hein. Ce n'est pas dans la fonction publique qu'on embauche. Donc, moi, je pense que le président Biya connaît le problème des Camerounais. Et par conséquent, il devrait simplement, au sortir vraiment remanier, comme on dit qu'on est en train de remanier, qu'il remanie et qu'il donne vraiment aux jeunes la possibilité de travailler. Parce que les jeunes Camerounais sont... plus de 36 ans que... Oui, non mais écoutez, vous savez, ceux qui sont là avec lui aujourd'hui, ils étaient jeunes à l'époque. Aussi bête que cela puisse paraître. Ceux qui ont fait 15 ans là, ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes. Ils sont bardés de diplômes, ils sont intelligents. Le problème, c'est la compétence ou bien la jeunesse? D'abord, c'est le patriotisme, madame. Jamais. L'intérêt public. Il faut qu'il soit... Vous savez, quelqu'un qui est patriote travaille pour son pays. Il ne travaille pas pour lui. Quand la dame dit jamais, je ne sais pas de quoi on parle. Quand on est patriote, on sert le pays. Fondamentalement. La première chose pour un fonctionnaire, c'est de servir. On ne va pas dans la fonction publique pour s'enrichir. Au Cameroun, le Cameroun est l'un des rares pays où on va devenir fonctionnaire pour être riche. Est-ce que c'est la faute du président? Le président a enseigné ça dans les écoles. Est-ce que le président n'a pas sa part de responsabilité là-dedans? Vous voulez qu'il tue tous les Camerounais? Non, je parle par exemple de l'article 66 sur la déclaration des biens. Écoutez, si vous me posez la question... Est-ce que le président n'a pas sa part de responsabilité dans le désastre? Écoutez, madame, le chef de l'État a créé la CONAC. Il y a une foultitude, attendez, il y a une foultitude d'organisations qui, en réalité, peuvent permettre de... En fait, c'est comme si... Je me souviens... Est-ce que la base ne serait pas ça, la déclaration des biens, d'abord? Oui, non, mais attendez, je veux dire que, techniquement, si vous ne déclarez même pas, pour moi, à mon sens, vous ne devez même pas prendre fonction. Puisqu'on dit que vous devez déclarer. Est-ce que c'est le chef d'État qui doit venir vérifier si tout le monde a déclaré? Le décret d'application qui le signe. Mais attendez, il le signe. Bon. Mais à partir du moment où il le signe, est-ce qu'il va faire le gendarme? Est-ce que le décret a été signé? Non, justement. Bon, alors, s'il n'a pas été signé... Le décret d'application, est-ce qu'il a été signé sur la déclaration des biens? À partir du moment où il n'a pas été signé, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Pour quelle raison il n'a pas signé? Moi, il ne m'a pas dit pourquoi il n'a pas signé. S'il me l'avait dit, je vous dirais. Mais je vous dis déjà que le président il y a des organes dans ce pays qui peuvent permettre que les gens ne s'approprient pas la fortune de l'État. Quel est le réel pouvoir de ces organes? Vous parlez de la CONAC. Est-ce que la CONAC a vocation à saisir directement la justice? Je veux dire, la CONAC se contente de faire des rapports et après les rapports, ils peuvent être Ils font les rapports à qui? Ils les font à qui? Est-ce que les rapports de la CONAC sont toujours suivis, Eric? Écoutez, c'est non la faute du président. Est-ce que c'est la faute du président s'il ne s'est pas suivi? Moi, si je suis chef de l'État aujourd'hui, je vais vous dire... Est-ce que la CONAC adresse ses rapports, Eric? Je suppose que la CONAC adresse ses rapports à... Après un rapport de la CONAC, qu'est-ce qui doit être fait? Écoutez, en théorie, des enquêtes doivent être diligentées. Et si les enquêtes ne sont pas diligentées, c'est de la faute à qui? Du président de la République. Attendez, c'est de la faute du président de la République si les rapports ne sont pas... Je pose la question, celui qui doit diligenter les enquêtes ne le fait pas. Il ne le fait pas. Pourquoi? Qui doit le rappeler à l'ordre? Le président doit le rappeler à l'ordre. C'est son ministre de tutelle qui doit le rappeler à l'ordre. D'accord. Écoutez, je pense, hein, si ce que je dis n'est pas censé... Si le ministre de tutelle ne le fait pas, je veux dire, c'est un escalier, Eric. Écoutez, madame. Si le ministre de tutelle ne le fait pas... on va être sérieux une minute. D'accord. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir, c'est-à-dire on vous donne le pouvoir de mettre en application des règles, des lois, de faire fonctionner une administration. Vous ne le faites pas, vous citoyens. On change, les mêmes tares, les gens font la même chose, comme s'ils étaient nés de la même mère. Vous avez les mêmes gènes. Parfois, on change simplement de ministère. Mais écoutez, à partir du moment où on change de ministère déjà,
À partir du moment où vous changez de ministère, ça suppose que vous n'aurez pas les mêmes problèmes qu'ailleurs. Donc vous arrivez tout frais, à mon avis. Non, est-ce que vous êtes frais? C'est le même Écoutez, moi, quand je vais jouer au tennis ou au basket ou au foot, vous savez, du moment que je change de machin et que je prends le temps de me reposer, j'arrive frais. Hein. Et ils ont un temps d'adaptation. Non, c'est pour rire. Mais pour être sérieux, une minute, ce que je pense, c'est que si les Camerounais, effectivement, ne prennent pas leurs responsabilités ou ne font pas leur travail, on ne va pas incriminer le chef de l'État. Alors Stéphane, on a l'offre de formation qui aujourd'hui va croître avec 3 nouvelles universités. Pourtant, le problème de l'inadéquation entre la formation et l'emploi continue de se poser au Cameroun. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Bon, je pense pour ma part qu'au départ, au Cameroun, il y a eu ce problème sur la formation, notamment notre système universitaire ou système éducatif qui n'était pas en faveur avec le devenir de la jeunesse. Parce qu'on nous forme en réalité pour aller travailler, on ne nous forme pas pour créer de l'emploi. Donc si aujourd'hui le chef de l'État a compris ça en nous disant cela dans son discours d'une façon vraiment, je ne vais pas dire très subtile, mais le chef de l'État, il a été très clair dans son discours. Il a dit, j'ai compris le problème de la jeunesse du Cameroun, alors je vais créer ces institutions, ces organes pour pouvoir créer des techniciens, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que si vous êtes formé, ça veut dire que vous êtes un technicien capable de faire, de créer ou de réaliser quelque chose de très probant. Donc maintenant, nous sommes au Cameroun. J'aimerais revenir sur l'emploi, si vous me permettez, comme elle disait, parler d'entrepreneurs. Vous savez, au Cameroun, j'ai envie encore de dire le chef de l'État. Aujourd'hui, si un jeune veut devenir un entrepreneur, c'est déjà très facile au Cameroun. Non mais, madame, permettez-moi. Je vais pas parler, vous allez au CFCE, au Centre de formalité de création d'entreprise, ça ne coûte plus rien. Mais maintenant, il ne suffit pas de dire que, ok, je vais entreprendre. J'ai dit tout à l'heure, pour devenir un entrepreneur, il faut être capable d'apporter une solution, de dire que, ok, voici le problème, et moi j'apporte la solution. Maintenant, tous les jeunes veulent devenir entrepreneurs. Je suis désolé, tout le monde ne peut pas être un entrepreneur. Ça, c'est la réalité. Il faut avoir des compétences. Si c'est si facile de réussir dans l'entrepreneuriat, comment est-ce que vous expliquez ces chiffres qui font savoir que très peu d'entreprises camerounaises, de PME notamment, parviennent à passer le cap des 5 ans? Elles meurent avant. Mais bien sûr, c'est comme j'ai dit, tout le monde ne peut pas devenir ou être un entrepreneur. Vous comprenez? Il faut avoir une vision lorsque vous créez une entreprise. Et vous voyez, lorsque vous n'avez pas cette vision-là, très honnêtement, même au bout d'un an, ou peut-être moins d'un an, vous allez fermer la boutique. Très clairement. Donc, il faut avoir la vision. Mais maintenant, le problème en réalité des jeunes, c'est quoi? Quand vous rencontrez un autre jeune qui est entrepreneur comme vous, par exemple, qui a peut-être un peu de succès, certains n'ont pas cette humilité-là d'aller vers ce jeune qui est en train de réussir et de lui dire, écoute, quel est le secret de ta réussite? Afin de partager nos expériences, pourquoi pas fédérer nos intelligences et s'entraider. Je pense que c'est là que les Camerounais, les jeunes Camerounais, c'est-à-dire, on réunit nos intelligences afin de créer une valeur. Et je crois qu'on peut tirer les autres qui sont derrière et créer de la valeur. Vous comprenez un peu? Alors, Samuel, pour rester sur l'inadéquation entre la formation et l'emploi, est-ce qu'on ne devrait pas finalement donner raison au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tiroma Bakary? On se souvient, il y a cette vidéo qui a fait polémique il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, qui a dit que certaines facultés d'université au Cameroun mènent tout droit au chômage. Est-ce que le Cameroun ne forme pas finalement beaucoup trop de théoriciens? Oui. Vous êtes un universitaire, c'est pour ça que j'étais même d'ailleurs... J'ai courroucé, j'étais désolé, je ne sais pas quel terme utiliser quand je voyais les Camerounais réagir contre les propos du ministre. Je pense qu'il a été vrai. Je pense que de tous les ministres de travail, de la formation professionnelle que nous avons eu, au moins celui-là a été vrai. Et vous savez, peut-être qu'il faut revenir un peu, très rapidement dans l'histoire. Vous allez voir que nos systèmes éducatifs, le passé dans les accords coloniaux, je m'adresse là aux panafricanistes, on voit que ce n'est pas nous qui dirigeons par le passé notre politique éducative. Ça a été piloté dans les bandes des accords. Maintenant, je peux estimer que le Cameroun, avec le temps, a dû
emboîter le pas, arracher ce système-là. Mais il faut quand même s'interroger, savoir pourquoi est-ce que de plus en plus, on a des jeunes qui font des formations, je peux dire, universitaires, théoriques. Pourquoi ouvrir davantage de filières? C'est la question, justement. Parce que là, on a encore 3 autres universités. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans le programme de ces universités-là, mais il faudra bien s'interroger quelle est la demande. Est-ce que la demande correspond à l'offre qu'on est en train de donner? Ça demande d'abord, je pense qu'à mon humble avis, d'études. Peut-être, j'imagine que le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de travailler cette question-là. Et un autre point, je vais y revenir, au-delà même des questions purement de la réaction du ministre de la formation professionnelle. Il nous aurait encore dit que même ceux-là qui vont même faire ces formations théoriques ne les font pas bien. La plupart des jeunes à l'université, et ça il faut le dire, même dans les écoles, ils ne peuvent pas valider. Vous voyez un enfant en 6e, il attend le dernier jour pour aller réciter les cours. Et dès qu'il finit, il revient, il part, comment on peut dire, ils appellent ça quoi? Il part juste copier. À l'université, on avait des passes. Je m'en vais qu'on appelle faxer. C'est-à-dire que le gars, à la fin, il vit tranquillement, il part en boîte, il fête. Et le dernier jour, il arrive, il part faxer. Je pense qu'il y a un problème réel sur une mentalité. Et ça, il faut l'État fait des offres. Il y a aussi des formations professionnelles. Parce qu'il faut se le dire. De plus en plus, l'État facilité, de plus en plus, a permis que le secteur privé puisse créer les universités professionnelles. Mais maintenant, est-ce qu'il faudra aussi voir là-dedans? Vous avez des jeunes, moi j'ai enseigné dans les instituts privés, Madame Léla. Un jeune échoue ici, le lendemain, c'est lui qui vous dit que si j'échoue, il vous dit que si j'échoue, il part. Et il faut le dire, les instituts professionnels vont vous dire la même chose. Je pense qu'il faut, oui, questionner la politique de l'État sur le plan éducatif et souhaiter bien évidemment qu'il y ait des financements, qu'il y ait un renforcement, qu'on exige, que l'État exige aux structures privées qu'avant d'ouvrir, et j'ai été d'abord très content de la fermeture de quelques structures privées, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des exigences, des standards, et avant d'ouvrir, parce que tout un enfant peut payer 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 1 million, 1,5 million, il sort de là sans être capable d'apporter. Et je chute par là en disant, et il faudrait aussi que les populations, surtout les jeunes, prennent conscience que si tu n'es pas bien formé demain, il ne faut pas regretter, il ne faut pas pleurer le jour où si tu ne travailles pas pour être sur la table, il ne faut pas pleurer le jour où il aura mangé et tu viens dire que j'ai faim. Éric, le ministre Thurom, il souligne finalement l'échec du système scolaire camerounais dans un monde où les défis ne sont pas seulement théoriques. Je veux dire, qu'est-ce qui est attendu finalement des 3 nouvelles universités qu'annonce le chef de l'État? Écoutez, Madame Leila, nous sommes nous avons été sous tutelle française. Il faut interroger le système éducatif au Cameroun. Dès que vous sortez de France, vous verrez que si vous allez par exemple en Suisse, vous verrez que les Suisses mettent l'accent sur la pratique. C'est-à-dire qu'en Suisse, par exemple, un enfant qui fait le lycée a des stages récurrents de pratique où il va. Tout le monde ne va pas à la fac. Tout le monde ne va pas à la fac. La question ici, c'est de savoir si le système éducatif français nous correspond à nous, dans notre contexte, dans notre environnement. Il faut savoir que même en France, ils passent leur temps à améliorer leur système. La question c'est, quelle est la question, le problème de l'orientation de nos jeunes? Est-ce que le système a mis en place, par exemple au niveau des lycées, à la sortie du lycée, par exemple en première, on prend un enfant des conseillers d'orientation, où on voit un enfant, on voit les notes qu'il a, on voit son assiduité, les professeurs donnent des notes, et on sait que celui-là, il est plutôt doué pour ça. Nous avons des jeunes qui, après le probatoire, vont faire la série D et qui n'envisagent même pas de faire médecine ou quoi que ce soit. Après, vous allez les retrouver dans le journalisme. La question de l'orientation, c'est-à-dire que nos enfants, nos jeunes, doivent dès le collège déjà savoir vers quoi ils s'orientent.
Vers quoi ils s'orientent? La question du système est fondamentale. Même les Français, quand ils vont à l'extérieur, on leur dit, parce que c'est le système dans lequel nous éduquons nos enfants, on leur dit, vous n'êtes que théoricien. Vous n'êtes que théoricien. Un Français, quand il va, par exemple, en Suisse, s'il doit concourir avec quelqu'un qui vient du système anglo-saxon, je ne suis pas certain que s'il ne s'agit pas, il ne part pas super favori sur le marché de l'emploi. Donc la question ici est de revoir fondamentalement le système éducatif du Cameroun. Et là, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que ceux qui gouvernent ce pays sont capables, effectivement, de suggérer des profonds changements? Est-ce qu'ils sont capables de faire leur travail? Je vois que vous souriez. Moi, si vous me posez la question, je suis sûr que le chef de l'État attend qu'on lui propose quelque chose d'absolument génial, qui va dans ce sens-là. Parce qu'il ne peut pas tout inventer, vous voyez. Il ne peut pas tout inventer. C'est le ministre de l'Éducation, de l'enseignement secondaire, des universités, qui doit dire, nous avons expérimenté ceci pendant tel nombre d'années, ça ne marche pas forcément. Au niveau de l'école primaire, comment on fait avec les enfants? Les enfants sont à la maternelle, quels sont les manuels qu'on doit leur... En gros, pour vous, le problème, ce n'est pas le chef de l'État, mais c'est son entourage. Non, pour moi, le problème, c'est le Camerounais lui-même. Parce que je ne me dissocie pas, voyez-vous, moi, l'expérience que j'ai ne me permet pas de penser que un seul individu, même si le pouvoir est concentré au Cameroun, même si, on ne va pas ignorer ça, un individu ne peut pas changer un système à lui seul. Un individu ne sait pas tout. Un individu ne peut pas être derrière 25 millions de personnes. Chaque Camerounais doit faire son travail à sa place, doit faire des propositions à sa place. Regardez ce qui s'est passé. Le Cameroun, permettez-moi un petit aparté, le Cameroun traverse un défi sécuritaire hors norme. Nous avons, citez-moi le nombre de pays sur cette terre-là, qui a 3 fronts en interne. C'est-à-dire qu'on a au moins le nord, avec Boko Haram, le nord-ouest et le sud-ouest, la zone de l'est, avec les incursions des Centrafricains. C'est-à-dire que militairement parlant, moi personnellement, j'avais peur des attentats. Moi j'avais peur, j'étais sûr que ces gars-là n'allaient pas nous laisser vivre la canne là tranquillement. Et pour avoir discuté avec quelques personnes qui travaillent dans ce domaine-là, il y en avait qui faisaient 3 jours sans dormir. Ils ont fait leur travail. Malgré les manquements, parce qu'il y a eu des manquements. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que quand on crée 3 universités, le problème n'est pas l'université, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Est-ce que c'est des universités techniques? Est-ce que si c'est pour faire du blabla, on a de quoi faire. Hein. Si c'est de la théorie pure, on a de quoi faire. Mais on a besoin que ceux qui sont en charge de cela fassent par exemple l'expérience de la Suisse. Qu'ils aillent regarder ce qu'on fait en Suisse en termes d'éducation. D'accord. Alors Nadia, le chef de l'État parle d'emplois créés. Mais dans la réalité, comment est-ce que ça se traduit? En fait, j'interroge le pouvoir d'achat des jeunes Camerounais. Oui, Madame Bombolela. Si nous avons bien suivi le discours du président, il nous a parlé des 600 000 emplois par an, création. Si vraiment ça a été effectif, parce qu'à la fin de son discours, il s'est félicité parce qu'il a dit qu'il y a déjà eu des emplois qui ont été créés dans les années précédentes. Donc on ne devait pas toujours en avoir des jeunes qui se plaignent jour pour jour de ne pas être employés ou bien de ne pas avoir la capacité de s'auto-employer tel que l'entrepreneuriat. Parce que quand je suis... vous êtes représentant du RDPC ou bien vous êtes expert, je ne sais pas. Donc, parce que quand je suis votre discours, vous êtes en train de soutenir, vous êtes en train de blanchir le président Biya dans tous vos discours. Là, c'est très malsain. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir en tant que chef d'État, c'est toi qui as le bâton du commandement. Oui. C'est toi qui nomme les ministres. C'est toi qui demande que ça doit être fait. Tu ne peux pas venir nous dire que le président ne peut pas descendre sur le terrain et faire le travail de tout le monde. On a eu un petit problème à Olembe. Oui. Olembe et tout dit, ça fait quelques kilomètres. Le président Biya pouvait aller pour vérifier la situation lui-même. C'est ça un président. Attendez. Ça c'est naturel. Ne vous agacez pas. Non, j'ai la parole. D'accord? J'ai la parole. D'accord, j'ai la parole. Le président, on a eu des problèmes au stade de Lembe. Oui. On a eu quand le stade de Lembe avait des problèmes de la finition. Oui. Et tout dit, et Lembe ne fait pas de distance. Vous êtes sûr qu'il n'y est pas allé?
Il n'est pas allé, c'est à la fin qu'il est allé. Après, non, je vous le dis. Attendez. Au début, il n'est pas allé. Le président est allé à Olembe après que tout a été fini et puis le président de AFCOM est venu au Cameroun. Vous êtes sûr qu'il n'est jamais allé discrètement? Je suis désolée, il n'est pas allé. Discrètement. Je vous le dis discrètement, pourquoi? Pourquoi ça doit être discret? Non, je suis désolée. Vous êtes chef commanditaire, d'accord? Vous avez le devoir de rendre compte à la population. Non, vous ne me répondez pas, je suis en train de faire une TS. Je suis en train de vous expliquer. Parce que quand vous venez blanchir un président qui a l'igname et le couteau, qui a le devoir de rendre compte aux Camerounais, c'est lui. Il est l'employé des Camerounais. Oui. Vous ne devrez pas nous dire non, c'est son entourage qui est mauvais. Désolé. Quel a été le problème à Olembe quand les gens sont décédés? Je vous pose la question. Je ne suis pas à la bousculade. Je suis quand le stade d'Olembe n'était pas fini. Les Camerounais se sont plaints. L'argent a été détourné. Oui, le président Biya n'est jamais descendu sur le terrain pour nous dire voilà le problème. Donc je suis désolé. Vous êtes en train de me dire que effectivement les gens qui ont détourné cet argent, qui n'ont pas fait le complexe, qui n'ont fait que le stade, le président devait descendre sur le terrain, leur dire écoutez, vous n'avez pas fait le stade, venez ici, je vous... Attendez, j'extrapole. Vous êtes en train de me dire, si je vous suis bien, que le chef de l'État, s'étant aperçu que le complexe qui devait être livré n'a pas été livré. Très bien. Attendez, si ça n'avait pas été livré... et avec le coût, et avec le budget qui a été voté. Il faut expliquer, les Camerounais vous écoutent, je suis désolé. Si je réponds à une question, permettez que j'aille au bout juste. Comme ça, vous allez pouvoir m'assommer. Le problème, c'est que vous n'avez pas le droit de me répondre sur ce plateau parce que c'est moi qui ai la parole. Non, on n'échange pas. Nous sommes en un débat. Nous sommes en débat. Je suis en train de développer. Je vais laisser aller jusqu'à la fin de votre TS. Permettez qu'il Je vous dis juste ceci, madame. Vous devez savoir que quand on gouverne, on a besoin d'éléments pour pouvoir confronter et confondre la personne qui est censée exécuter. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, c'est que nous avons commencé la CAN, les terrains étaient opérationnels. Je pense que le chef de l'État, en parlant le jour de l'an, ou du moins lorsqu'il souhaitait, il a dit toutes les personnes qui se sont attaquées à la fortune de l'État vont rendre gorge. Alors, attendez, je viens. Ce qui veut dire que le président est conscient du fait que le complexe n'a pas été livré. Moi-même qui suis là, je suis le premier embêté parce que j'aurais bien voulu aller me baigner à la piscine de l'hôtel ou je ne sais pas de quelle infrastructure qui devait y être. Maintenant, la question que vous devez, sur laquelle... Vous êtes en train de voler mon temps de parole. Non, on va vous le redonner, je vais vous donner le mien. Je réponds juste à votre questionnement. Je dis ceci, il faut permettre que les choses soient faites de façon correcte. Nous avons un contexte sanitaire, qui veut qu'il y ait énormément de difficultés, des problèmes de sécurité quand on doit organiser un tel événement. Le chef de l'État ne peut pas régler des comptes pendant que les invités sont au Cameroun. On organise la CAN. Attendez, madame, la CAN est finie il y a quelques jours. C'était le 6. Attendons qu'il n'y ait pas de remaniement dans un mois quand je repasserai si vous m'invitez bien. Je viendrai et vous me direz, le remaniement n'est pas fait. Je vous dirai, écoutez, nous attendons le remaniement, nous attendons. Ce que moi je sais et ce que je pense, très sincèrement, c'est que toutes les personnes qui ont eu à toucher à quelque chose qui ne leur est pas dû, je pense que le président vont devoir s'expliquer. En fait, la nos question, prisons en sont pleines. Vous avez dit tout à l'heure que pour sévir, le président a besoin d'éléments. La question que Nadir pose, c'est on s'est bien rendu compte que dans la livraison du chantier Olembe a été repoussée. Olembe a été repoussé plus d'une fois. Oui. Est-ce que ce n'était pas déjà des éléments suffisants justement pour que le chef de l'État, on était bien là avant la CAN, avant l'ouverture de la CAN. Oui. Est-ce que ce n'était pas des éléments suffisants pour que le chef de l'État fasse quoi? Se rende par exemple lui-même sur les lieux pour vérifier. Et en se rendant à l'instant même, les choses allaient être... Non, je veux dire se rendre sur les lieux pour vérifier si oui ou non... Le chef de l'État de la République du Cameroun a toutes les informations nécessaires à son Écoutez, moi je ne Nadir, écoutez, dans ce pays, on a des services de renseignement. Oui. Dans ce service, le chef de l'État a tous les moyens à sa disposition pour savoir ce qui s'est passé où et quand. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que ne demandez pas à quelqu'un de faire l'impossible en 2 minutes. Il y a des enquêtes qui ont été diligentées, il y a des éléments qui vont être recoupés. Si le chef de l'État ne sanctionne pas, c'est le peuple camerounais qui va le juger. Moi, Bitin Sommeric, je vais dire, moi je suis sûr qu'il était au courant. Parce que de toute façon, lui-même dans son discours, il dit qu'ils vont rendre gorge. Alors maintenant, ne demandez pas qu'un élément qui n'a pas été
livré comme il se doit, hein, en temps et en heure, que les gens ne soient pas... Ils seront sanctionnés, j'en suis certain. Allez-y, terminez Nadia, allez-y. Bon, et puis, pardon au passage, attendez, vous êtes en train de voler mon temps. Non, vous êtes en train de voler mon temps. Parce que quand vous dites terminer, parce que j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Parce que vous nous avez dit ici que le président Biya n'a pas le devoir. Donc, parce que vous avez... Attendez. Oui. Vous nous avez dit que le président n'est pas obligé de descendre sur le terrain et de faire le travail. Je vais dire vous mieux. Avez dit, attendez, vous avez dit, à l'entame de votre propos, vous avez dit, le président Biya ne peut pas descendre sur le terrain et faire le travail de ses gouverneurs, de ses ministres. C'est ce que vous avez dit, j'ai souligné cela. Là, je vous rappelle, le président Biya est l'ouvrier des Camerounais, oui, d'accord? S'il est fatigué, c'est tout à fait normal d'aller se reposer. Oui. Parce que vous ne pouvez pas nous dire, il ne devrait pas, ou bien, s'il se rendait sur les lieux à Olembe, il devait faire quoi? Il devait changer. À l'instant, il devait changer beaucoup de choses. Alors, je vais vous dire, non, vous coupez mon temps, désolé. Attendez, vous allez me laisser parler, parce que c'est très impoli. D'accord? C'est très impoli, vous allez me laisser parler. Donc, je disais tantôt que vous nous avez dit que le président, s'il se rendait sur les lieux à Olembe, il devrait faire quoi? Est-ce que vous ne savez pas qu'on a un président qui vit à travers les rapports, qui prend les décisions à travers les rapports, un président qui est absent sur le terrain, un président, non, c'est ce que vous avez dit, c'est tout. Non, vous avez parlé le chinois, vous avez parlé le français. Vous allez repréciser votre partie. Vous avez parlé le français et tout le monde, je pense que tout le Cameroun est bilingue. Vous nous avez dit ceci. Si le président Biya se rendait au stade d'Olembe, est-ce quoi devait changer? Est-ce qu'il devait arrêter les gens? Non. On a besoin d'un président qui est présent sur les lieux, qui touche les problématiques à bout. C'est les mêmes problèmes qu'on a eu sur les crises du Nozo. On a un président qui est absent, un président qui vit à travers les rapports, qui prend les décisions à travers les rapports, à travers les ondits. On a besoin d'un président présent sur les terrains. Un président qui fait le travail qu'il a été mis là-bas pour faire. C'est tout à fait normal, s'il est fatigué, il doit aller se reposer. Ne viens pas nous blanchir le président Biya parce qu'on dit la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. D'accord? Maintenant, tout ce que le Cameroun fait face, ça démontre la beauté de notre président. Ça, je vous le dis. Ça, ses capacités, ça démontre. Parce que vous ne pouvez pas venir nous dire que un bon Camerounais doit travailler sur le patriotisme. Non. Le président ne doit pas nommer ses ministres pour le patriotisme, pour les compétences. C'est très important. Parce que s'il nommait les ministres ou bien les gouverneurs et les sous-préfets, en utilisant les critères des compétences, on ne devait pas avoir tout ce que vous avez souligné. Parce que dans nos universités ou bien dans nos écoles de formation... Nadia, est-ce que l'amour... Je vous en prie, messieurs. Nadia. Non, je suis... Écoutez-moi, monsieur. Apparemment, vous ne comprenez pas le français. Il a dit ceci. Le problème, ce sont les Camerounais. Il ne peut pas venir sur un plateau de télé accuser les Camerounais battants. Les Camerounais n'ont pas de problème. Attends, je vais vous poser ça, une question. Je vous le dis. Madame, vous ne pouvez pas dire c'est le Camerounais en lui-même. Non. Nadia, parlant des nominations, vous dites que le patriotisme n'est pas important. N'est pas un élément clé. Ah bon? Oui. Eh ben, n'est pas un élément clé. Parce que, regardez, quels sont les... Bon, je ne sais pas. Quel est l'élément que vous pouvez mesurer le patriotisme d'un individu? Parce que vous nous parlez du patriotisme. Disons que le président Biya utilise les critères du patriotisme pour nommer ses ministres. Tous ces ministres ne sont pas efficaces. Ils ne sont pas efficaces, ça veut dire le patriotisme n'est pas un élément clé pour nommer les ministres. C'est les compétences. Ce sont les compétences. Parce que même si vous êtes patriote, d'accord, vous êtes incompétent, vous n'allez pas faire le travail. Vous n'allez pas livrer. Ça, je vous le dis, je suis désolée. Attendez. Je suis désolée. Si vous êtes patriote. Non. C'est deux choses. Les compétences ne vont pas faire le patriotisme, je suis désolée. Vous connaissez la définition du patriotisme et les compétences. Merci Nadia. Madame Léla, permettez. Je vais vous dire juste quelque chose. Permettez. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est patriote et qu'il est incompétent, il n'accepte pas la fonction. Ça, c'est la... Il n'accepte pas? Oh, vraiment, monsieur, vous êtes en train... Nadia, peut-être que ça vous dépasse. Je peux comprendre que ça vous dépasse. Nadia, je vous en prie. Mais dans l'absolu, ici, quand on est patriote et qu'on vous affecte à une fonction que vous ne pouvez pas assumer, vous déclinez. Vous pouvez le faire? Attendez. Combien de ministres l'ont fait? Attendez, madame. Vous êtes
en train de nous raconter les subtilités. Les Camerounais ne sont pas dupes, ils sont très intelligents. Parce que tout ce que vous racontez là sont les subtilités. Non, je suis désolée. Vous ne pouvez pas nous dire si tu es patriote, non, tu vas devenir. Non, vous n'avez pas compris la fin de mon propos. Ce que je veux dire ici, permettez juste, je reprécise juste, j'ai dit ceci, et peut-être que vous ne m'avez pas compris, et j'en suis désolé. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. C'est que quand vous êtes face à un problème, c'est-à-dire qu'on a par exemple la construction des infrastructures d'Olembe, ok? On a une date butoir de livraison qui est à... Il restait combien de jours à peu près quand on s'est rendu compte? Ça a été renvoyé 3 fois. Non, je ne parle pas de la dernière fois, parce que c'est là où il y a problème. On se rend compte que les choses n'avancent pas comme il se devrait. Le chef de l'État ne peut pas changer une équipe. On ne parle pas, on parle de construire quelque chose. Il faut trouver des partenaires qui vont reprendre le travail, qui vont. C'est dans ce sens-là que je dis que s'il descendait à cet instant-là, à l'instant T, il aurait certainement, comme vous le dites si bien, donné un coup de fouet pour que les gens sentent. Je n'ai pas dit donner un coup de fouet. Non, c'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est une façon de dire qu'il aurait booster les gens, vous voyez, pour que ces personnes-là puissent effectivement se remettre à la tâche de façon plus ardue ou plus, je ne sais pas. Alors, mais ce que je voudrais que vous compreniez, madame, c'est que personne ne peut blanchir le chef de l'État. Vous le faites depuis l'entame de vos propos. Non, ce que je dis, ce que vous ne me comprenez pas très bien, ce que je dis, c'est que la responsabilité d'un gouvernement, c'est de mettre en application l'orientation qui a été effectivement donnée par le chef de l'État. À partir de ce moment-là, il y va de la responsabilité de chaque individu de faire son travail correctement, que ce soit au Cameroun, en Chine ou je ne sais pas où. Juste une seconde, je voudrais ajouter ce qu'il a dit, s'il vous plaît. Parce qu'il a dit c'est les membres du gouvernement qui devaient faire leur travail. Moi, je vous dis, les Camerounais ont voté le président Biya. Et tout ce qui se passe au Cameroun, on va accuser le président Biya. Donc, ne venez pas nous dire que les torts doivent être partagés. C'est toi le président, c'est toi qui as l'igname et le couteau. Et tu as le devoir de livrer le Cameroun. Oui, bien sûr, tu coupes le Cameroun à ta forme. D'accord. D'accord. Allez-y, vous voulez dire quelque chose, Samuel? Oui, déjà, je remercie, c'est un débat vraiment très passionnant. Il faut dire que les deux partis n'ont pas tort, mais c'est la radicalité de leur position qui pose problème. Parce que, d'abord, et je dis, et ça il faut le savoir, à mon humble avis, je ne parle pas d'autorité, mais peut-être que vous écrivez quelque chose un peu de ton autoritaire. Le défi dans les prochaines années au Cameroun, c'est le patriotisme. Ça, il ne faut pas se leurrer. J'ai lu un ouvrage, Mein Kampf. Les gens ne parlent pas beaucoup de ça, d'Adolf Hitler. Oui, peut-être les gens vont dire, ah oui, non, mais il y a un philosophe français qui a demandé aux Français de lire cet ouvrage. Oui. Et il dit, l'âme du peuple, d'un peuple, c'est le patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? Leur apprendre la grandeur de leur histoire, de leur pays, de leur histoire, leur montrer qu'ils sont une origine, qu'ils sont un grand peuple. Tant que... Et il mettait de côté les compétences. Il mettait en avant le patriotisme. Aujourd'hui, quand vous descendez sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression que la manière dont les Camerounais gèrent les fonctions qui sont les leurs, pas tous. Parce que c'est ça aussi, cette généralisation qui est dangereuse. Vous n'allez pas dire que tous les ministres sont antipatriotes, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Tous les Camerounais sont antipatriotes, c'est faux. Tous les membres de l'administration, les fonctionnaires sont antipatriotes, c'est faux. C'est pour ça qu'il y a un problème dans le discours que nous tenons. Parce qu'il faut prononcer des discours qui aident. Si vous dites que tout est bien, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas vrai. Si vous dites que tout est faux, ça ne veut rien dire. Dans chaque chose, il y a le bien et le mal. Donc, je suis pas là, madame Léla. Il faut ajouter, il faut communier le patriotisme et la compétence. Tout à fait. Dans chaque chose. Et il me semblerait, et là il faudrait bien dire, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que quand vous voyez le parcours, le curriculum vitae de nos responsables, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a... Est-ce que vous avez l'impression que... Non, les gens curriculum vitae. Est-ce que vous avez l'impression que ce curriculum vitae-là, ce sont des personnes incompétentes? Je dis non. Non.
Ce sont des gens qui sont bien formés. Mais j'ai dit l'enjeu global. Est-ce que la compétence y est, si je me réfère à vos propos, et maintenant, qu'en est-il du patriotisme au regard de leur action? De manière générale, je ne peux pas aussi dire tous les responsables d'administration ne sont pas, il y a des patriotes dedans. Maintenant, on a l'impression quand même que de plus en plus dans la manière, la désinvolture dont nous gérons la chose publique, on a l'impression que de plus en plus, il y a l'antipatriotisme. Parce que, et là, ce n'est pas seulement un problème de l'État camerounais. Vous regardez dans les États africains, il y a une conférence qui a été faite. Et là, peut-être que le Cameroun le sache. Une grande conférence a été faite à l'Illyrique sur le campement comptoir. On a l'impression que les États francophones, post-coloniaux, vivent comme si les palais, leur résidence et leur palais se trouvent à l'étranger. Et ici, ils sont là pour chercher l'argent. Et c'est comme ça. Et regardez même dans la mentalité de nos jeunes, quand ils veulent faire... Moi, je suis enseignant. Je pose la question à 50 jeunes gens dans la salle. Vous leur posez la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Tous d'abord, vous voulez être fonctionnaire. Et pourquoi vous voulez être fonctionnaire? Vous dites que c'est pour avoir de l'argent. Les Africains, c'est une mentalité généralisée. Tout le monde veut manger, s'enrichir, tout ça. Ça vient d'où cette mentalité? C'est l'héritage. Cette mentalité-là n'est pas seulement due à l'héritage. C'est pas seulement dû à l'héritage colonial, mais il y a également l'héritage colonial. Parce que, bien évidemment, vous connaissez bien que le legs colonial, l'indépendance nous a été léguée. Et donc, du coup, ceux-là qui ont accédé aux fonctions, les patriotes, ceux qui ont bagarré, lutté pour pouvoir avoir, ne sont pas ceux qui ont accédé. Mais au-delà de ça, il ne faut pas aussi croire que nos chefs d'État, surtout le président de la République, c'est quelqu'un qui n'en a rien fait. Et je peux vous assurer que, et là, peut-être un autre jour, vous les invitez dans le débat de géopolitique, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, en Centrafrique, lui, il a dépassé ça depuis. Puisque, avant, je peux vous assurer que dans les pays africains, même pour signer un petit contrat avec un pays autre que nos pays, le PV de tutelle, il fallait demander l'aval de la tutelle. D'accord. Revenons justement au message du chef de l'État, notamment lorsqu'il parle de création d'emplois. Est-ce que les actions engagées jusqu'ici sont visibles à votre niveau, Stéphane? Regardez, les problèmes de chômage et d'égalité des chances et d'aide à l'entrepreneuriat est une problématique actuelle de notre société. Mais moi, j'ai un problème aussi avec le discours du chef de l'État lorsqu'il parle de la jeunesse et de ses opportunités, notamment la création d'emplois. C'est que le chef de l'État, j'ai l'impression que chaque année, lors de ses discours, il oublie une frange de la population qui est normalement, qui fait partie des jeunes. C'est-à-dire, ce sont les personnes à motricité réduite. Aujourd'hui, au Cameroun, presque aucune entreprise ne respecte le taux légal de 3,3% des personnes socialement vulnérables au sein de leur entreprise. Et c'est un véritable problème. Et je pense que le chef de l'État, il nous écoute, ou bien tous ces leaders politiques, qui sont les décideurs, doivent se pencher sur ce problème. On vit des réalités telles que on crée des immeubles de l'État, certains ne permettent pas l'accessibilité de ces personnes socialement vulnérables. Donc ça veut dire clairement que ces personnes-là sont mises de côté. Et je crois qu'il faut changer cela. Notamment, je vais apprécier les efforts, parce qu'il faut le dire, de la délégation régionale des affaires sociales pour le littoral, qui m'a souvent accompagné dans le cadre de certaines associations de personnes vulnérables, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut leur donner des possibilités, parce que ces personnes aussi ont fait des études comme nous. Ils ont le même potentiel, mais sauf que le seul problème, c'est peut-être, voilà, il s'est cassé un bras, il a fait ceci, mais on a le même mindset. Souvent même, ils vont au-delà de nos capacités, c'est-à-dire de nous qui sommes bien portants. Alors, c'est un véritable problème. Maintenant, il faudrait que les jeunes sachent, effectivement, qu'on ne se lève pas un matin, on se dit, bon, j'aurai le travail à la fonction publique, ou bien je serai PDG de machin. C'est un processus. Ça peut prendre 10 ans. Tu peux rêver aujourd'hui, mais c'est dans 10 ans que ça arrive. Et tout simplement parce que tu as eu la décence de dire, OK, je vais d'abord me faire former, je vais apprendre ici. Et il y a des échecs
Parce qu'il faut le dire, on ne se lève pas un matin, on dit qu'on réussit directement. Il faut échouer plusieurs fois avant d'espérer au Graal. Vous comprenez un peu? Voilà. Alors, Eric, si on se réfère justement à la Constitution, le rôle du chef de l'État n'est pas de créer des emplois, mais de créer des conditions favorables au développement de l'emploi. Alors, à la lumière des différents rapports du groupement interpatronal du Cameroun, quelle note vous donnerez au chef de l'État? Création des conditions favorables. 11,50. Pourquoi? Madame, pour créer de l'emploi, il faut être dans un environnement où, du moins, la population qui est censée rentrer dans ces emplois-là soit formée et ait, comment on va dire, les outils qui lui permettent, par exemple, de correspondre aux emplois dont il est question. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, par exemple, les Asiatiques, quand on va en Asie du Sud-Est, toutes les entreprises européennes délocalisent en Asie. C'est-à-dire que vous avez les grands groupes, Nike et tout ça. Pourquoi ils y vont? Parce que les populations de ces pays-là ont reçu les formations qui permettent qu'ils puissent assurer effectivement la délocalisation ou du moins l'employabilité de ces grands groupes-là. Parce qu'au final, nous les Camerounais, si nous devenons tous des entrepreneurs et que nous commençons à créer, nous allons devoir vendre à l'extérieur, nous allons devoir échanger avec la sous-région. Et pour cela, une fois de plus, ça embrasse tout un panel comme ça de leviers qu'il faut pouvoir maîtriser. Qu'est-ce que vous faites pour éduquer vos enfants à travailler? Vous êtes dans un pays où, comme le disait mon copanéliste, plus de la moitié des jeunes veulent devenir fonctionnaires parce que c'est la garantie du salaire. Donc, ils choisissent des filières qui ne sont pas en adéquation avec les opportunités d'aujourd'hui. Pas de salaire, de la réussite. De la réussite, si vous voulez. Vous avez, par exemple, là, dans le discours, le dernier discours du 11 février, il y a des éléments ou des organes qui sont mis en place, qui ailleurs ont fonctionné. Qui ailleurs ont fonctionné. Quand on parle de comment vous appelez ça, du centre multifonctionnel, qui apporte des formations extrascolaires aux jeunes. Si vous avez une jeunesse qui est formée pour le marché, pour l'entrepreneuriat, pour tout ce que vous voulez comme perspective en termes de boulot, si vous avez une jeunesse débrouillarde, parce que la jeunesse du Cameroun est particulièrement débrouillarde, nous avons plus de 70% dans l'informel, tous ces jeunes-là qui se débrouillent, si ces jeunes avaient la formation adéquate, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un master en communication ou en marketing. Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux faire un BTS en industrie, je ne sais pas trop, agroalimentaire. Et là, on devient quelqu'un de... Parce que c'est des formations qui, effectivement, vous préparent à l'emploi. Tout à fait. C'est des formations qui vous mettent sur le terrain. Maintenant, pour ce qui concerne le patronat, je suppose que le patronat, effectivement, c'est des personnes qui touchent les réalités du terrain. Et on ne peut pas dire que le chef de l'État ou les organismes en dessous de lui n'ont pas les remontées des besoins des rapports qui sont envoyés. Oui. Alors, donc, pour moi, si vous me posez la question va plus loin. Et je pense qu'on l'a effleuré dans un premier temps. La question du système. Quel genre d'individu on prépare et pourquoi? Vous comprenez? Permettez-moi, au Cameroun, on dit, j'ai entendu parler d'une histoire où il y avait un ministre qui donnait des machettes aux jeunes qui allaient le voir pour aller défricher, pour qu'ils deviennent des agriculteurs et qu'ils fassent. Mais il y a des pays où les hommes les plus puissants, les plus riches, par exemple, si vous allez au Brésil, les fermiers sont les plus riches. Ceux qui font dans comment vous appelez ça, les céréales, là. Il y a, je ne sais plus le blé, enfin pas le blé, comment on dit, ça m'échappe. C'est les plus riches. D'ailleurs, il y a eu un problème avec Bolsonaro où on parlait de brûler l'Amazonie pour en faire des plantations. Vous voyez? Si effectivement on envoie des gens faire de l'agriculture, il faudrait encore que ces gens-là soient formés et qu'on sache que ce n'est pas juste de l'agriculture de subsistance. Parce que quand on devient un entrepreneur dans l'agriculture, l'idée c'est qu'on puisse avoir des champs, faire des champs et qu'on puisse vendre ces produits. Ça induit quoi? La gestion
Il faut que ces gens soient formés pour gérer leurs petites entreprises. Il faut qu'ils soient formés pour employer des gens qui vivent dans l'arrière-pays. Et surtout, que ces gens sachent que ce n'est pas en ville forcément qu'on se fait de l'argent. Donc, pour moi, la question est vachement plus profonde. C'est une question de système. Quel système on veut mettre en place? Quel système on peut mettre en place? Est-ce que le système dans lequel on est peut nous garantir quoi que ce soit? Je suis sûr que, quel que soit l'individu qu'on met à la place de Paul Biya ou de n'importe qui, il ne fera pas mieux dans ce système-là. Alors, Samuel, le chef de l'État a annoncé la création d'un conseil national de l'emploi. Comment est-ce qu'il faut le prendre? Est-ce que ce n'est pas l'échec du Fonds national de l'emploi? Oui, si le chef de l'État décide de créer... Pourquoi un Conseil national de l'emploi alors que le FNE existe déjà? Ça veut dire que... écoutez, madame, à un certain moment, les politiques, lorsqu'on met des politiques en place, il faut nécessairement les faire évoluer. Je pense que c'est comme ça que dans cette dynamique qu'il faut prendre ça. Il y a, certes, des choses qui ont été faites par le Fonds national de l'emploi, mais il se peut que ce que vous dites, c'est que le Fonds national de l'emploi est dépassé aujourd'hui? Oui, c'est ça. Il faut voir. Limité, non, dépassé. Parce que, voilà, par rapport à la demande. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une population de près des jeunes qui représentent à peu près 80% de la population, 70% de la population. Et les jeunes de moins de 18 ans, de nouveau tranquilles, dépassent la moitié de la population. Donc, les moins de 25 ans sont autour de 60%. Donc, ça veut dire que la demande est assez forte. Donc, et vous savez bien combien de les crises que nous vivons aujourd'hui, et je vous ai parlé de ça au début, parce que les jeunes, à un moment donné, ces crises-là, pourquoi les jeunes sont de plus en plus, ceux qui sont les acteurs qui participent beaucoup plus à ces crises. Le Conseil national de l'emploi, je ne connais pas comment ça serait, mais je me donne un peu quelques idées, c'est que ce serait beaucoup plus une réflexion. Ce n'est pas pour chercher les emplois, aller recueillir là, c'est ça que vous allez faire, aller auprès des entreprises, leur dire, non, c'est vraiment un conseil, on va mettre, j'imagine, des personnes compétentes et associer le secteur privé, où il y aura vraiment des réflexions pour voir comment résoudre la question de l'emploi. Nadia, un Conseil national de l'emploi, quand le Fonds national de l'emploi existe déjà? Madame Bombolila, pour moi c'est un abus parce que quand on a d'abord le Fonds national de l'emploi et on vient encore avec une création de conseil d'emploi pour les jeunes, pour moi je pense que c'est accumuler des postes qui ne sont pas utiles parce qu'au Cameroun, on a beaucoup de postes, c'est un problématique pour moi. On a beaucoup de postes et ces personnes qui sont employées à ce niveau sont payées avec l'argent des contribuables des Camerounais. Au Cameroun, on a beaucoup de ministères, on a beaucoup de ministères délégués, et la création des programmes et tout. Et cela nous apporte encore, ça, moi je pense que c'est en train de rabaisser l'économie du Cameroun à un moment donné parce qu'on doit toujours décaisser l'argent pour payer ces personnes qui devraient être, parce que le Fonds national d'emploi doit d'abord réfléchir pour la création des emplois au niveau également pour la jeunesse. Mais quand le président revient avec un nouveau programme, Conseil national de l'emploi pour la jeunesse, moi je pense que c'est d'accumuler des postes pour rien, qui ne sont pas utiles. Pour vous dire, ça veut dire qu'on a déjà un échec au niveau du Fonds national d'emploi. Donc moi, à la place du président, je devais premièrement enlever le Fonds national d'emploi pour qu'on ne décaisse plus l'argent inutilement. Parce que le Cameroun a déjà trop de problèmes et on a besoin d'argent. On nous parle de la reconstruction des zones à crise. On a des problèmes, des crises sanitaires. On a également dans l'extrême nord. Donc, on a trop de problèmes. Donc, la création ou bien accumuler des postes au Cameroun, pour moi, c'est un grand problématique. Parce qu'on ne fait que décaisser l'argent pour payer ceux qui seront employés et pour travailler. Également, je voudrais apporter une petite précision sur ce que mes compagnons ont dit. Parce qu'ils nous ont parlé que le patriotisme est un élément clé. Le moteur d'une nation. Je dis, élément clé. Voilà. Élément clé pour dire nommer les ministres et tout. Moi, je dis qu'on a l'habitude de faire quelque chose, d'accord? Non, pour moi, c'est pas d'accord. Si on a l'habitude de faire quelque chose et ça échoue, parce que je pense que le président, notre président Biya, a toujours utilisé le patriotisme pour nommer ses ministres. Et je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui mesure le degré de patriotisme de quelqu'un. Le patriotisme, premièrement, c'est de l'amour, d'accord? Vous ne pouvez pas mesurer mon amour, je peux être hypocrite. Je dis que je suis patriote alors que je ne suis pas patriote. Moi, je pense que la compétence doit être l'élément clé.
pour nommer les ministres ou bien les dirigeants d'un pays. C'est très important. Alors, Stéphane, quand on sait que l'accès au crédit n'est pas toujours évident, comment est-ce que vous accueillez l'annonce de la création d'un fonds de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs? Vous savez, moi j'accueille particulièrement cette initiative du chef de l'État qu'il faut vraiment saluer, parce qu'aujourd'hui c'est ça le véritable problème dans l'entrepreneuriat. On se lance dans l'entrepreneuriat, parfois on n'a pas de fonds, on a des meilleures idées du monde, mais maintenant on se pose la question comment est-ce qu'on peut pérenniser cette entreprise ou la faire grandir dans le temps. Donc maintenant, ce fonds, bien évidemment, je ne vais pas revenir sur la création de cette cellule de réflexion dont le chef de l'État a parlé pour ce Conseil national de... Voilà. Ici, dans ce... Le chef de l'État n'a pas encore dit que c'est une cellule de réflexion. Non, mais en même temps, à l'intérieur, il s'agira de réunir des gens pour pouvoir réfléchir sur les problématiques ponctuelles. Évidemment, c'est ça. Voilà, merci. Donc, alors, quand je reviens sur ce que je disais tout à l'heure... Le fonds de garantie en faveur des jeunes Ce fonds de garantie. Maintenant, nous, les jeunes entrepreneurs, on sera face à des personnes qui vont juger ce que nous faisons utile et important. Alors maintenant, lorsque vous avez un bon dossier, je pense que quand vous arrivez pour demander un prêt à une banque, on étudie votre dossier. Et maintenant, la banque estime que, OK, voici un projet sur lequel je peux investir mon argent, sachant que je peux récupérer mes intérêts après. Donc, il s'agit de ça. Il s'agit de donner ou d'offrir des opportunités concrètes à ces jeunes entrepreneurs pour pouvoir les accompagner au mieux que ça va dans le développement. Problème quand on sait que pour bénéficier parfois d'un crédit dans les banques, il faut présenter des garanties solides, entre autres les titres fonciers. Voilà. Et on sait que bon nombre d'entrepreneurs ont parfois moins de 35 ans. Voilà. Et la loi au Cameroun ne permet pas à un jeune de cet âge-là d'acquérir un titre foncier. Un titre foncier. Je suis d'accord. Tous les jeunes n'ont pas les mêmes potentialités ou les mêmes possibilités. Vous comprenez? Il y a des jeunes qui ont des capacités vraiment incroyables. À moins de 32 ans, il a une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 50 millions. Ça existe au Cameroun, comme partout ailleurs dans le monde. Pour ceux qui ont besoin de prêts. Voilà, pour ceux qui ont besoin de prêts. Vous savez, le chef de l'État ne peut pas décider de créer un tel organisme ou un tel organe pour blaguer en réalité, ou pour dire, bon écoutez, bon voilà, je fais, mais non. Ça veut dire qu'il a pris le temps. Non, vous savez, chaque entité a sa part de responsabilité. Ça, il faut le dire. Chacun à son niveau. Non, je ne suis pas d'accord, madame, elle dit quoi. Allez-y. Donc, voilà, vous savez, ça vient répondre à un besoin réel. Donc, ça veut simplement dire qu'il vient aussi quelque part contourner le système des banques qui ne donne pas les possibilités peut-être aux jeunes entrepreneurs. Quelque part, c'est la réalité, parce que les banques font déjà à leur niveau, mais sauf que les jeunes entrepreneurs sont bloqués, parce qu'évidemment, vous avez posé le problème. Là, peut-être en une seconde. Je vais dire quelque chose. Oui, le système bancaire pose problème depuis toujours. Depuis toujours. Parce que notre environnement, peut-être c'est l'environnement ne s'adapte pas, peut-être c'est la politique des nations ne s'adapte pas, je ne sais pas. Mais le fonds de garantie, justement, mais juste le problème au Cameroun, c'est ce que Madame Ba n'arrive pas à relever, c'est l'effectivité. Les idées et les politiques sont peut-être qu'on peut avoir des corrections à faire, mais c'est l'effectivité. Est-ce qu'il y aura une effectivité? C'est vrai. Et cette effectivité, pour moi, il faut aller quitter au-delà des politiques, des querelles politiques et toucher les mentalités. Les mentalités. Exactement. Il me semble que Mme Léla, et je le dis, et c'est une réflexion que je fais depuis quelques années, est-ce que nous ne sommes pas peut-être en avance par rapport à la modernité? Je me pose cette question, bêtement. Parce que j'ai essayé, de par mes multiples ces activités, je constatais que autant un bon Camerounais va te dire que tout va mal, et lorsque vous allez voir dans la pratique, parce que les mêmes problèmes qu'ils vont au niveau de l'État, moi je fais de l'analyse transpartisane, vous allez trouver ça dans les secteurs privés, dans les familles, dans les communautés, dans les associations, et dans les entreprises, monsieur l'entrepreneur, c'est même pire. Les mentalités. Je ne sais pas peut-être qu'il y aura des psychologues, les sociologues, je ne sais pas, mais peut-être qui vont nous aider à nous retrouver
il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Le fonds de garantie, est-ce qu'il n'y aura pas confusion de rôle finalement avec la banque des petites et moyennes entreprises? Madame, le fonds de garantie, je pense qu'il porte son nom. En théorie, les entrepreneurs au Cameroun avaient un problème de garantie. Et ce fonds devrait en réalité permettre aux banques qui ne veulent pas prêter, à ceux qui n'ont pas justement de titres fonciers ou ce que vous voulez, parce que au Cameroun, tout le monde n'est pas propriétaire terrien, on n'est pas, je ne sais pas, rentier ou je ne sais pas, n'a pas les moyens. Cette institution, théoriquement, devrait permettre aux banques de dire on vous prête. Parce que l'État et d'ailleurs, ça me permet de répondre à ma copanéliste, parce que ça montre que le chef de l'État est au courant que les Camerounais n'arrivent pas à prêter, les banques ne veulent pas prêter aux Camerounais. Et l'idée, c'est qu'on puisse prêter aux Camerounais. Donc si effectivement, on a un instrument comme celui-là, qui devrait, à ce moment, permettre qu'on prête aux Camerounais, je veux dire, qu'il y ait confusion des rôles ou pas, nous, le problème, c'est que les Camerounais soient payés, puissent emprunter dans les banques pour mener leurs activités. On n'est pas dans des problèmes de tel à tel pouvoir, tel n'a pas tel. Si cet instrument a été créé, et contrairement à ce que ma copanéliste dit, je n'ai rien contre vous, mais c'est ce que vous dites qui m'interpelle peut-être le plus, quand vous dites que, effectivement, on ne fait pas en amont. Voilà un instrument qui a été créé pour faciliter la vie des entrepreneurs. D'accord. Et je vais vous dire, je fais une transposition à l'étranger. Vous avez vu quand il y a eu la crise en Europe par rapport au confinement et tout. Mais c'est quelle banque qui venait rembourser les entrepreneurs qui étaient au bout du rouleau, qui n'avaient plus d'argent parce que confinement par-ci, confinement par-là, ils ne s'en sortaient plus. Je pense que c'est la BPI, si je ne me trompe pas. C'est un instrument comme celui-là qu'on a créé. Maintenant, la question va se poser, la question du casting, comme me dira ma copanéliste. Quelles sont les personnes qui vont effectivement gérer cet organe-là? Quels sont les leviers qu'on mettra en place pour contraindre les banques? Parce que dans ce pays, à un moment donné, il faut qu'on contraigne les gens à faire ce qu'ils doivent faire. Figurez-vous qu'on a des problèmes de monnaie, par exemple, au Cameroun. On a des problèmes de monnaie. C'est un sérieux problème. Et sans vous couper, juste pour vous rejoindre, il y a une surliquidité dans les banques. Terrible! Regardez ce qui se passe dans les banques, madame. Dans les supermarchés. Vous y allez, on vous donne un coupon, on vous dit, vous revenez, on vous doit 300. Mais imaginez 10 personnes qui donnent 300. 20 personnes. Et vous n'allez jamais revenir avec ce bout de papier. Parce que dès que vous le jetez, là, vous le jetez. Les gens, les taximans n'ont pas de monnaie. Mais qu'est-ce que les banques font avec l'argent? Ils gardent ça pourquoi? Alors, quand on pose un acte comme celui-là, les responsables en charge des organes qui doivent veiller à l'implémentation doivent se mettre résolument au travail et faire ce pourquoi on les a mis là. D'accord. Stéphane, on a cet appel du chef de l'État qui demande aux jeunes, je cite, de rester sourds aux sirènes de la déstabilisation et des antagonismes de toutes sortes émanant de contenteurs incorrigibles, qui ont la prétention de tout savoir et c'est de l'acte de la critique systématique. Alors, vous êtes un jeune, c'est à vous que Paul Biya s'adresse. De qui est-ce qu'on s'adresse? Voilà. Vous savez, depuis pratiquement 2018, à l'aube des élections présidentielles, vous savez, on connaît tous qu'aujourd'hui, l'objectif des opposants, j'ai envie de dire comme ça, c'est de faire descendre le régime en place. Vous comprenez? Maintenant, permettez-moi, je suis très franc sur mes propos. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes même se sentent instrumentalisés, c'est-à-dire ils sont surdoyés pour pouvoir venir supporter certains partis politiques. Alors le chef de l'État... L'opposition uniquement? Non, j'ai dit certains partis politiques, je n'ai pas cité l'opposition ou je n'ai pas dit le régime en place. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État, ce qu'il est en train de faire, c'est d'interpeller la jeunesse et de leur dire, écoutez, les amis, vous avez le pouvoir de décider par vous-même, de prendre les bonnes résolutions par rapport à votre devenir. On va y aller rapidement. Voilà. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? Le chef de l'État nous fait comprendre que, bon, vous êtes jeune, voici les possibilités que je ne fais que mettre en place par rapport à votre avenir, alors ne vous laissez pas emporter par ce qui n'est pas important. En gros, le chef de l'État parle de l'opposition. Pourtant, on a eu l'impression avec la CAN que c'était finalement l'occasion d'une trêve politique. On a vu des Camerounais qui parlaient tous d'une même voix. Est-ce que l'opposition
a mérité les propos du chef de l'État, ces propos du 10 février? Est-ce que l'opposition pendant la CAN a posé des actes de nature à nuire, à salir l'image du Cameroun? Je ne sais pas si sous l'édition, moi j'ai lu sur cette phrase-là plusieurs fois, je n'ai pas vu l'opposition. Je pense qu'il faut... À qui est-ce que ses fans, je m'adresse à ses fans, il faut que les casquettes politiques amènent quelquefois à transformer. Le chef de l'État parle de qui? Alors, à mon avis, personne ne va nier que, d'ailleurs, moi je suis sécuritariste et on a toujours un ennemi. Dans la logique sécuritaire, il y a toujours un ennemi. Donc, nulle personne ne peut nier que le Cameroun vit des problèmes sécuritaires graves. Par exemple, Boko Haram, c'est un ennemi. On a malheureusement aussi, de plus en plus, une certaine vision extrémiste. Parce que quand je parle de vision extrémiste, je mesure, il est normal de critiquer. Maintenant, quelquefois, on a l'impression, peut-être pas menée par les acteurs politiques, mais peut-être pas par les populations. On a le sentiment que dans le jeu politique, et là je fais une analyse vraiment en tant que praticien. Que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les populations, est-ce que pendant la CAN, je veux dire, est-ce qu'il y a une classe en particulier pendant la CAN, cette dureté dans les propos du chef de l'État pendant la CAN? Parce qu'on sort juste de là. Justement, pendant la CAN, non. Il y a eu vraiment une trêve politique, ça il faut le dire. Il faut le dire. Pendant la CAN, il y a eu une trêve politique. Mais est-ce que ces propos-là, ça parle de la CAN? Je pense que non. Et aussi, il faut, Madame Léla, peut-être je ne termine pas là, m'interroger si, à un moment donné, il n'y a pas une certaine distance entre le chef de l'État et quelquefois avec son propre, c'est le propre de certains acteurs politiques qui semblent le défendre. Parce que lecture, nous autres, moi en tant qu'universitaire, je n'aurais carrément pas la même lecture. Alors, Nadia, en tant que politique, est-ce que vous vous êtes senti interpellée par ce paragraphe-là? Madame Bombolela, à l'entame de mes propos, j'ai demandé qu'on doit avoir un échange pédagogique. Je pense qu'un président doit être d'abord un pédagogue, celui qui transmet de les compétences et de la connaissance à la jeunesse ou bien à son peuple. Mais si nous suivons tout le discours du président à l'entame de la jeunesse, moi je pense que c'est un discours politique. Parce que pour moi c'est politique. Parce qu'à la fin, il a su amplifier ses pratiques politiques à travers ces mots. Parce qu'il a dit la jeunesse doit rester sourde aux ennemis ou bien rester sourde aux sirènes de la déstabilisation. Nous avons toujours suivi, il a appelé les Camerounais les ennemis de la paix, il a appelé les Camerounais les apprentis sorciers, il a sous-nommé les Camerounais et bon, ça ne me surprend pas. Donc je pense que le président, dans son discours, il a fait un discours politique. C'est pour ça que vous allez dire non. Peut-être Madame Ba critique tout ce que le président fait, non. Quand on critique un pays ou bien une nation ou bien les faits de quelqu'un, c'est parce qu'on s'intéresse, c'est parce qu'on aime le Cameroun, c'est parce qu'on veut l'évolution de ce pays. Donc moi, en tant qu'opposant, je n'oppose pas le président bien, j'oppose le système en place parce que c'est un système qui nous a échoué. Donc c'est très important de le dire. Donc quand il dit on doit rester sourd, il s'adresse aux politiciens, à ses opposants. Parce que j'ai suivi les autres co-panélistes nous disent non, le président... Il montre les opportunités à la jeunesse. Non, dès que tu es de l'opposition au Cameroun, on ne t'envisage pas dans ce propos. Madame Léla, pardon, tu vas me laisser parler parce que les gens, ils ont beaucoup parlé. J'ai suivi, c'est incroyable, j'ai suivi mon co-panéliste nous parler parce que le président a parlé d'un Conseil national pour la jeunesse et le FNE. Qui, moi, je pense que c'est d'accumuler les rôles pour moi. Parce qu'il nous a parlé, mon co-panéliste nous a parlé de l'effectif. Donc, on a juste besoin de l'effectif. Est-ce qu'ils vont faire le travail qu'ils ont été appelés pour faire? Moi, je pense pas que ce n'est pas la plus importante. Parce que le FNI, si vraiment le président... Attends, l'effectif, c'est de faire le travail. C'est d'être... C'est ce que je dis, c'est de réaliser. Donc, si... Attends, monsieur. Si le président Biya avait fait un bon casting pour le FNI, on ne devait pas créer un
Conseil national pour la jeunesse. Donc ça, c'est accumuler les postes pour rien. Sans toutefois, parce que le Cameroun a besoin d'argent, Madame Léla. On ne fait que décaisser l'argent pour créer des postes qui ne sont inutiles, alors qu'il y a déjà quelqu'un qui doit faire le travail en place. Les sirènes de la déstabilisation, de qui est-ce que le chef de l'État parle? En croire Stéphane et Madame Nadia, effectivement, il parle de l'opposition. Et on a également ce discours, du président de l'Assemblée nationale hier, au moment où il mettait à l'écart finalement son ancien secrétaire général, Gaston Komba, où il dit, je cite, « Je ne peux plus travailler avec lui parce qu'il est devenu un opposant ». Comment est-ce qu'il faut analyser ces propos? Alors attendez, je peux le comprendre de deux façons. Il est devenu un opposant à moi, pas forcément au RDPC. Hein? Donc tout dépend de là où on s'était... Vous avez écouté certainement, vous avez certainement écouté le discours. Donc reprenez-le dans le contexte. Attendez, on parle de l'Assemblée. Reprenez le discours dans le contexte. Je veux dire que du début du discours jusqu'à la fin. Permettez-moi juste... Il faut analyser la posture finalement qu'occupe l'opposition. Écoutez. Moi, vous permettrez, je pense que c'est ce passage-là dont vous parlez. J'invite par conséquent nos jeunes à faire un usage responsable, instructif et constructif des réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ce passage. Ce n'est pas ce passage. C'est pas celui-là. Page 8, c'est page 8, le troisième paragraphe. Oui. Voilà, page 8, le troisième paragraphe, dans le même sens. Restez sourds aux sirènes de la déstabilisation et des antagonismes de toutes sortes, émanant de contenteurs incorrigibles qui ont la prétention de tout savoir et se délectent de la critique systémique. Non, systématique, ok. Voilà. Madame, sur les réseaux sociaux, on a qui? On a des jeunes Camerounais qui, pour la plupart, se retrouvent à l'étranger, qui ont attaqué des ambassades, qui ont posé un certain nombre d'actes. En réalité, l'ambassade n'appartient pas à M. Biya. L'ambassade, c'est l'ambassade de tous les Camerounais. D'ailleurs, même, je vais vous dire autre chose. Moi, je suis embêté que notre ambassade soit barricadée là. Par exemple, celui qu'ils ont attaqué à Paris. Je suis embêté parce que si on poursuit un Camerounais et qu'on veut lui faire quelque chose de grave, il ne peut pas sauter et rentrer dans l'ambassade. Or, l'ambassade est là pour être le socle, l'endroit de tous les Camerounais. Donc, le fait de barricader même l'ambassade, là, m'embête. Mais ici, il faut dire une chose simple. C'est que sur les réseaux sociaux, depuis plus de 2 ans, ça va. Mais attendez, il est normal qu'ils disent ne cédez pas. Parce que nous, au Cameroun, Internet arrive chez nous au Cameroun sans filtre. Combien de parents savent paramétrer les téléphones de leurs enfants pour qu'ils n'aient pas accès ou je ne sais pas, des trucs qu'ils ne doivent pas regarder? Hein? Donc, Internet, les réseaux sociaux, nous savons ce qui s'y passe. C'est des invectives à tous les niveaux, c'est des critiques à tous les niveaux. Donc, s'il appelle, il a la décence. Et alors, et je vais même vous dire, je vais aller plus loin. Est-ce que c'est tout? Est-ce que ce ne sont que les opposants qui critiquent le Cameroun? Ou du moins le régime? Il y a des gens dans le RDPC qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'y passe. Voyez-vous? Il parle de critique systématique. Oui, non, mais attendez, je vous dis qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord de façon générale. Il y a des contestataires nés. C'est-à-dire que, attendez, il y en a. Je n'ai pas dit que tout le monde est là-dedans. Il y en a. Il y en a. Mais maintenant, la question, quand vous me parlez... écoutez, il est normal qu'un chef d'État mette en garde sa jeunesse sur des questions comment, c'est quoi les termes que vous avez dit? Déstabilisation. Mais on parle d'un pays qu'on veut stable. Est-ce qu'il est anormal que le chef de l'État dise « Je ne voudrais pas que vous, mes jeunes, vous, mes enfants, vous... » Attendez, je viens. Attendez, permettez. Vous terminez. Je termine. Sur le propos de ma copanéliste, il faut qu'elle sache que un organe est appelé à être modifié si le spectre ou le champ d'action de cet organe-là ne correspond pas à la situation. Il peut s'avérer... Attendez, madame. Allez-y. Je veux dire, ce qu'on a vu hier, ce qui était juste hier n'est pas juste aujourd'hui. Évidemment. Ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui. On doit permettre à un dirigeant de faire des modifications et d'améliorer. Si, effectivement, l'organe qui est créé peut aller plus loin, en quoi ça pose problème? Sauf que le chef de l'État n'a pas mentionné le FNE. Je veux dire mais justement, donc il ne l'a pas suspendu. Voilà, il ne l'a pas suspendu. Ça veut dire que ces organes vont fonctionner en même temps. Voilà. Ils fonctionnent en même temps, mais... Est-ce qu'ils s'empêchent de fonctionner? Allez-y rapidement. Oui. Est-ce qu'ils s'empêchent de fonctionner? Sur la critique systématique. Oui.
Et ça interpelle pas seulement on va y aller rapidement. Les opposants, mais c'est par rapport au radicalisme. Vous savez, il y a des radicaux dans le parti, où les radicaux se trouvent à la fois dans le parti au pouvoir et dans l'opposition. Les radicaux du parti au pouvoir disent que tout est parfait, il n'y a rien à dire. Et les radicaux de l'opposition disent également que tout est mauvais, il n'y a rien à dire. Et les deux tendances contribuent à la déstabilisation du Cameroun, il faut le dire. Pourquoi? Parce que celui qui dit que tout va bien au pouvoir n'est pas un ami de l'État. Voilà. Moi, je parle de l'État, je ne parle pas d'un pouvoir. Parce que l'État, lui, il a besoin des gens qui lui disent qu'il contribue à quelque chose. Si tu ne contribues pas à quelque chose, ça veut dire que tu lui dis, avec même quelqu'un va aller dans un trou, dans la gueule du lion, dans la tanière du lion, tu dis que tout va bien. Et les radicaux, dans l'opposition, aussi, n'aident pas l'État à avancer. Parce que eux, ils sont en critique systématique, ça veut dire qu'il y a la mauvaise foi derrière, qu'il n'y a même pas un début de commencement. D'accord. Donc c'est comme si c'était, excuse-moi les termes, je ne connais pas une église ici, comme des églises de réveil. Et qu'à un moment donné, vraiment, si tu ne dis pas ce que le pasteur a dit, alors tu dois aller en enfer. En une minute, Nadia, en une minute, le chef de l'État a également parlé du programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Comment est-ce qu'il faut l'analyser quand la double nationalité pose toujours problème? Voilà, c'est pour ça qu'à la table de mes propos, j'ai appelé au président aussi et à l'Assemblée nationale qui a le rôle de voter les lois. Et je pense que si une loi n'est pas votée par l'Assemblée nationale, la Constitution dit que le président a la possibilité également de faire prospérer les choses. Donc quand il nous parle de faire revenir la diaspora, qu'il a à un moment donné taxé des antipatriotes, on ne doit pas l'oublier. Non, attendez, je suis en train de parler. Non, ce sont des choses... Non, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Non, écoutez-moi, parce que je pense que vous êtes là pour le blanchissement du système. J'ai la parole, monsieur. D'accord. Non, excusez-moi. Excuse-moi. C'est parce qu'on est de la diaspora qu'on a la double nationalité. Pas toujours. Non. Allez-y, Nadia. C'est parce qu'on n'a plus de temps. J'étais en train de dire ceci. À l'entente de mes propos, j'ai félicité le président d'apprécier d'abord, parce qu'il parle de l'émergence 2035. On ne peut jamais arriver de l'émergence 2035 sans toutefois amener notre diaspora, qui est d'abord une diaspora de matière grise. Je parle avec des preuves. Il y a la diaspora qui a déjà créé un site appelé Kezen. C'est effectif. Donc je pense que ce qu'il a dit c'est félicité. Moi, j'aime beaucoup. Mais moi, je pense qu'il doit également s'indigner sur le fait que la double nationalité, c'est un très grand problème parce que la plupart des Camerounais qui sont allés en Occident et ils ont acquis des autres nationalités, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Ce sont des conditions qui les ont contraintes à prendre cette nationalité. Donc je pense qu'il doit il doit revenir à la raison. S'il dit quelque chose, il doit suivre jusqu'à la fin. Donc nous dit que tu vas ramener la diaspora, tu dois également amender la loi sur la double nationalité. C'est très important. Moi, personnellement, je pense que la double nationalité n'est pas un avantage pour l'État du Cameroun. Jamais? Je pense, c'est mon avis, ce n'est pas l'avis de quelqu'un d'autre. Je pense que on peut être Camerounais, fier de l'être, vivre à l'étranger sans prendre une autre nationalité. Si on va... Attendez, madame, c'est des choix. Dans la vie, on fait des choix. Attendez, permettez. Si vous m'écoutez, vous pourrez mieux réagir. Allez-y. Je pense que le fait que le chef de l'État demande à la diaspora, ce que vous appelez, j'aime pas ce terme-là, c'est un terme qu'on employait à l'époque pour moi il est péjoratif, mais c'est un autre débat. Mais les Camerounais qui sont à l'extérieur ne sont pas tous des binationaux. Qu'est-ce que vous dites? Mais la majorité... Attendez, madame, tous les Camerounais qui sont à l'extérieur, ils vont se chercher, ils vont se battre. Parce que dès qu'on finit les études, si on va pour les études, on peut rentrer chez soi. Personne ne vous oblige à y rester. Vous choisissez de rester. Vous choisissez de prendre une nationalité alors que vous savez que chez vous, dès que vous prenez la nationalité de l'extérieur, là, celle qui est la vôtre, là, vous la perdez. Mais c'est un choix que vous avez fait en tant qu'adulte. On ne les fouette pas pour leur dire allez prendre la double nationalité. Et puis on a besoin, excusez-moi, on a besoin d'avoir des nationaux. Pas des gens qui ont triple nationalité, qui volent, qui vont faire ceci et qui vont se planquer ailleurs dès que le... Imaginez, vous êtes ministre au Cameroun et le premier ministre français vient. Vous allez voter, disons, chinois. Vous êtes ministre au Cameroun et vous avez la nationalité chinoise. Le premier ministre chinois vient au Cameroun. Vous êtes ministre de Finances. Attendez, je vais au bout. Le premier ministre arrive. Le premier ministre chinois arrive. Vous êtes sujet de qui?
Vous êtes le sujet de qui? Vous voulez qu'on amende quelle loi? C'est une bonne loi. Moi, je pense que c'est une bonne loi. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Écoutez, il n'y a pas de pays africains qui tiennent. Je pense que c'est le problème du Ghana. Nous, au Cameroun, on a des kleptomanes à tous les étages. Il faut faire attention. On a très peu de personnes sérieuses. Écoutez. On a un pays où on se plaint tous les jours que Dieu fait, des gens qui détournent les biens publics et qui veulent fuir après. Je pense que si on lève ce verrou-là, c'est la porte ouverte à tout. D'accord. Alors, une dernière question, Eric. Le chef de l'État salue également la réussite de Francis Ngannou. Oui. Mais comment est-il parvenu à se hisser au sommet mondial? Pourquoi et comment est-il parti du Cameroun? Est-ce que ces questions ne devraient pas également interpeller quand on sait que de nombreux Camerounais meurent tous les jours en mer? Attendez, il y a un problème. La question que vous me posez est très, très profonde. Quel est l'encadrement qu'on donne à nos athlètes? Qu'est-ce qui fait que le Cameroun, à l'époque, on avait de super boxeurs? Où en est-on? Francis Ngannou est parti. Il s'est battu par lui-même, parce qu'il ne s'en sortait pas. Voilà. Parce qu'il ne s'en sortait pas. Comme dans tous les pays du monde, je vous rassure. En Suisse, il y a des gens qui partent de Suisse pour migrer aux États-Unis. Parce qu'ils ne s'en sortent pas en Suisse. Ce n'est pas une exclusivité camerounaise, madame. Français, des boxeurs. Mais la question, comment est-il parti? Non, mais attendez. Pour être très précis, je ne suis pas fan de MMA. Par contre, j'ai regardé le match. Voyez-vous, j'ai regardé le combat. Et Francis Ngannou, je trouve que c'est quelqu'un, en toute honnêteté, je ne connais pas l'individu, qui est qui donne une très belle image du Cameroun. Et j'en suis fier. Simplement, je dis ceci. Son parcours, c'est son mérite personnel. Vous savez, il y a des gens qui traversent, comme peut-être c'est son cas, ou comme d'autres, qui réussissent. Il y en a d'autres qui meurent en chemin, il y en a d'autres qui parviennent à se maintenir à un petit niveau. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on offre à notre jeunesse pour qu'ils ne partent pas? Quel encadrement on donne à nos têtes, à nos penseurs pour que ce pays puisse compter sur ses enfants? Quelles armes on donne à nos enfants pour qu'ils puissent devenir des hommes dignes demain? D'accord. En un tour de table, chacun, vraiment 1 minute. Aucune allusion au conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment est-ce qu'il faut le prendre? En 1 minute, en 30 secondes, qu'est-ce que je dis? Aucune allusion. Dans le discours du 10 février, aucune allusion. Vous savez, à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ni même à celle dans les... Je ne suis pas d'accord avec vous, permettez-moi. Oui, le passage... Les sirènes de la déstabilisation, c'est quoi? Non, attendez. Tout dépend comment vous comprenez les choses. Je veux dire, la bouteille peut être... Attendez. Qu'est-ce qui se passe sur Internet? On peut revenir peut-être, on peut revenir sur les précédents discours, si vous voulez, le discours qui a été dit lors de la 55e, 54e, 53e. Clairement, le chef de l'État parlait de la crise dans le nord-ouest. Vous savez ce qu'on dit chez les Étones? Oui. Chez les Étones, je vais vous donner l'adage en Éton. On dit « Esaboui, aso upura bunku, en piang don piang wenyep ». Ce n'est pas parce que tu mets beaucoup de sel dans ta sauce qu'elle sera bonne. Entendez par là, quand le chef de l'État dit « Ne cédez pas aux sirènes de... » Qu'est-ce qu'on dit sur Internet? Les Ambazoniens sont où? Ils ne sont pas sur Internet. Pourquoi vous prenez juste l'exemple sur Internet? Mais je peux... Attendez. Pourquoi vous ne faisiez pas allusion de l'opposition camerounaise? Pourquoi vous vous échappez? Attendez. Monsieur Eric, Stéphane avait la parole. Avez-vous l'impression que le chef de l'État a fait mention de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest pour cette 56e édition de la célébration de la fête de la jeunesse? Vous savez, peu importe que ce soit de façon subtile, le chef de l'État... Ah, vous dites qu'il en a parlé de façon subtile. Je suis en train de m'exprimer. Je pense que son discours était assez clair. Il a abordé chaque point, commençant par cette fête du football qui nous a réunis, en revenant sur toutes les opportunités qu'il nous a offertes, et qu'on estime que voilà, il y a de quoi en être fier. Maintenant, il n'a pas manqué de faire mention des problèmes que vit le Cameroun. Le discours est clair, c'est là. Hein? Allez-y, Samuel, c'est la même question. C'est là. Je suis désolée. Hein? Oui, contrairement à mes compagnons sur le plateau, je pense que c'est une omission. Maintenant, je suis incapable de savoir si c'est une omission volontaire ou pas, mais peut-être ce sont des suggestions. C'est ça aussi, notre rôle. Nous sommes là où je vais vous donner, c'est des suggestions. À mon avis, la crise anglophone est suffisamment, elle est entraînée à des solutions qui ont raison d'être prises. Mais il y a également, on a également vu qu'il y a également des avancées sur le plan sécuritaire, même s'il y a encore beaucoup à faire pour pacifier la zone dans le cadre de la dialogue, tout ça. Mais peut-être là où on aurait souhaité,
c'est que le chef de l'État commence peut-être à nous parler du retour des populations qui sont rendues de l'autre côté, dans les autres villes des réfugiés, y compris les déplacés internes. Et là, la plupart parmi eux, ce sont des jeunes, et voir un peu comment... Eric et Nadia sera la dernière à s'exprimer sur ce sujet. Allez-y. Permettez-moi. Oui. Je vais redire. Non, c'est très important. D'accord. Il dit, c'était quoi le truc là Troisième paragraphe, oui. page 8, oui. Dans le même sens, rester sourd aux sirènes de la déstabilisation. Qu'est-ce qu'on veut déstabiliser? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on veut déstabiliser? Qui veut déstabiliser au Cameroun? Alors où nous parlons? Vous êtes sur un plateau télé. Vous m'interrogez. Qui veut déstabiliser quoi? Ne m'amenez pas. Non, attendez. Je le dis parce que pour moi, c'est logique. Oui. Et je vous le dis en toute honnêteté, que ce soit sur ce plateau ou ailleurs, je veux comprendre de quoi il parle en termes de déstabilisation. Donc en fait, maintenant, le chef de l'État parle de la crise dans le nord-est et le sud-est de façon subtile. Écoutez, pour moi, non, j'ai pas dit, c'est lui le terme subtil. Moi, ce n'est pas subtil. Dans les années précédentes, il en a fait mention de façon claire. Permanente. Permanente. Ah oui. Permanente. Le jour de l'an, de façon permanente, c'est son problème, clair. Mais attendez, il parle aux jeunes, ne cédez pas. C'est ça. Ne cédez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on ne va pas parler chinois, maintenant, si vous me permettez. Oui, rapidement. Puisque c'est la fin, je pense. Écoutez, je vais vous dire en toute honnêteté, il ne sert à rien de taper permanemment sur quelque chose alors qu'on peut être objectif sans... Je ne dis pas que le chef de l'État est un saint. Loin de moi de le dire. Ce que je dis, c'est que nous avons tous individuellement une responsabilité dans la façon dont les choses se passent, parce que nous avons tous une once de pouvoir à notre niveau. C'est aussi simple que ça. Nadia, sur la crise dans le nord-est et le sud-ouest. Oui, c'est tout à fait naturel qu'il évite ce sujet parce que nous savons que le président Biya, moi je dis, il connaît ce problème à bout et il le touche à bout. Dans ses précédents discours, il a toujours parlé. Parce que mes companistes ont dit, il en a parlé d'une façon à l'autre. La maman qui est au marché Mokolo ne connaît pas les gros thèmes. Elle veut comprendre que le président dit, je m'adresse aux crises du Nozo, je m'adresse. Écoute-moi. Oui, écoute-moi. Monsieur Samuel a dit que c'était une omission. Il dit justement. D'accord. Je suis désolée parce que vous êtes neutre sur ce plateau. Donc je suis en train de dire ceci. La maman qui est au marché ne comprend pas les thèmes utilisés par le président. Elle a besoin de comprendre que je vous adresse. La maman qui est à Amsterdam ne comprend pas les gros mots que vous employez au niveau en haut. Elle a besoin de comprendre que le président s'est adressé à moi. La maman qui est à Sud-Ouest, la maman qui est à Bamenda a besoin de comprendre que le président s'est intéressé à mon problème. Pas venu nous dire qu'à un moment, il a utilisé le mot de la déstabilisation. Attendez, le problème du Nozo est aussi de la jeunesse. C'est pas toute la jeunesse camerounaise qui est instruite, je vous assure. Il y a des jeunes, bien sûr, c'est pas tous les jeunes qui ont fréquenté. Monsieur, ne venez pas nous... ne venez pas... Béret Beauvois était Premier ministre de France et c'était l'un des plus compétents. Croyez-le bien, il n'était pas si calé que ça. J'ai dit instruit, monsieur. Écoutez-moi, je suis en train de vous parler. Je dis ceci. C'est pas tous les jeunes Camerounais qui ont la compréhension de décerner les grands mots utilisés au niveau haut. Ils ont besoin que le président Biya leur parle avec les paroles qu'il peut bien comprendre. C'est la même chose que, bien sûr. Bien sûr, est-ce que c'est tout le monde? Merci Nadia. Est-ce que c'est tout le monde? Vraiment. Merci Nadia. Merci Nadia d'avoir été là ce dimanche. Merci Madame Bombolé. Là, je suis contente pour l'invitation et le panel était très riche. Mais je voudrais dire aux Camerounais que les Camerounais ne sont pas dupes. Ils sont très intelligents. Donc, on n'est pas ici pour critiquer parce qu'on n'aime pas le Cameroun. On est là pour apporter notre part pédagogique pour le développement du Cameroun. Et je pense que c'est l'un des éléments clés des facteurs que l'opposition doit se tenir. Moi, je ne critique pas tout. J'ai d'abord applaudi que le président vient avec les innovations parce que nous vivons sur le 21e siècle. Donc, les choses ont changé. Donc, on a besoin de l'évolution. Mais avant d'évoluer, il faut regarder ce qu'on a fait précédemment et a été efficacement fait. Merci à vous, Stéphane et Saubert. Merci d'avoir été là. Oui, moi, j'ai pris plaisir. Je pense que le panel était suffisamment riche, comme Mme Léa l'a dit. Donc, je vais juste dire aux jeunes entrepreneurs de continuer à croire à leur potentiel, à leur capacité. Et voici des nouvelles opportunités. Je crois qu'il est temps de les saisir et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Et surtout, le Made in Cameroun doit être un moteur de développement pour le Cameroun. C'est très important. Donc, allons-y ensemble
Et ne restons pas à critiquer le chef de l'État ou l'opposition a fait si ça. La construction du Cameroun se fait avec les deux parties. Merci Samuel Tin, merci d'avoir été là, merci d'avoir été là ce dimanche, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous, Eric Bité. Bité, merci d'être venu de Yaoundé. C'est ça. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve le dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.